Sous les plaines silencieuses de Mésopotamie, le vent soulève encore des grains de sable qui furent jadis les murs d'une cité. On les appelle les premiers, les inventeurs de l'écriture, les fondateurs du temps. Mais que reste-t-il vraiment des Sumériens, sinon des fragments brisés, des échos d'un monde déjà ancien lorsqu'il s'éveilla ? Les tablettes d'argile ne parlent pas seulement de rois et de temples, elles murmurent des histoires d'ères englouties, de savoirs hérités, d'architecture dont la mémoire s'efface avant même d'avoir été écrite. Et derrière chaque ligne gravée se cache la possibilité troublante qu'ils n'étaient pas les premiers, mais les héritiers d'une mémoire plus ancienne encore. C'est dans ce silence, à la frontière de l'histoire et de l'oubli, que commence le chemin. Un chemin vers un monde disparu qui n'a laissé que des ombres. Lorsque l'on évoque la cité d'Our, les images surgissent aussitôt. Une ziggourate dressée vers le ciel, des temples de briques séchées, des tombes royales pleines d'objets précieux. Mais derrière la grandeur de ces ruines se dissimule une question plus vaste, plus lourde de silence. Que recouvrent réellement les sables ? Car Our, que l'on présente souvent comme une origine, semble elle-même avoir été bâtie sur des fondations plus obscures, venues d'un temps dont nous n'avons presque rien conservé. En 1922, l'archéologue britannique Leonard Woolley entreprit les fouilles d'Our, en Irak du Sud. Les sables s'ouvrirent sur un monde insoupçonné, des sépultures royales remplies d'or, d'armes ouvragées, d'objets d'art qui semblaient presque vivants tant leur raffinement dépassait ce que l'on croyait possible si tôt dans l'histoire. Mais ce qui le troubla davantage ne fut pas seulement la splendeur de ces trésors, ce fut une couche étrange, épaisse, de limon. Une strate de boue solidifiée, sans trace de vie humaine, reposant sous les constructions. Comme si un monde entier avait été balayé avant que les Sumériens ne viennent s'installer là. Woolley pensa au déluge. Et si le mythe n'avait été qu'un souvenir déformé d'un désastre bien réel ? Sous la terre compactée, les outils d'excavation retrouvèrent en des fragments d'une occupation plus ancienne encore, des traces humaines effacées par cette mer de boue. Les Sumériens n'étaient pas les premiers habitants de la région. Ils étaient probablement les héritiers d'une terre qui avait connu déjà d'autres peuples, d'autres langues, d'autres mystères engloutis. La première énigme d'Our n'était donc pas la ziggourate, ni les tombes royales, mais cette mémoire effacée sous la boue, un silence géologique qui racontait une histoire avant l'histoire. Cette idée dérangeante accompagne encore aujourd'hui ceux qui s'intéressent aux origines, car l'archéologie nous dit que la plaine mésopotamienne a été habitée bien avant l'émergence de la civilisation sumérienne vers 4000 avant notre ère. Des villages néolithiques, des cultures agraires, des traditions orales se sont succédés dans l'ombre, mais n'ont presque rien laissé d'écrit. Ce qui subsiste, ce sont quelques poteries, des fondations de maisons simples, des foyers dispersés. Pourtant, quand on contemple la rapidité avec laquelle la civilisation sumérienne a émergé, écriture, urbanisme, temple, cosmologie, une question persiste. Comment un tel savoir a-t-il pu jaillir presque d'un seul coup ? Était-il vraiment né de rien ou avait-il été reçu, transmis, hérité ? Le sable d'Our semble porter en lui cette ambivalence. D'un côté, la richesse archéologique, tangible, étudiée, classée, de l'autre un vide, une absence, une zone d'ombre. La strate de boue, souvent associée au récit de déluge, devient alors une frontière symbolique. Elle sépare deux mondes, celui d'avant, effacé, et celui d'après, dont les Sumériens furent les témoins. Mais ce qui fascine n'est pas seulement la matière, la boue, l'argile, la poussière, c'est la manière dont elle dialogue avec les récits. Car les textes sumériens, eux-mêmes, évoquent des dynasties d'avant le déluge, des rois dont les règnes duraient dans des centaines d'années, des cités disparues, des ères où les dieux marchaient encore parmi les hommes. Les listes royales, gravées sur des tablettes, parlent d'Éridu, de Bad Tibira, de Larak, d'Uruk, des villes antédiluviennes qui, après la grande inondation, auraient perdu leur intestin, auraient perdu leur éclat. Faut-il lire ces récits comme de simples mythes, comme une mémoire collective sublimée par l'imaginaire ? Ou faut-il, au contraire, y voir la trace ténue d'un passé dont l'archéologie n'a pas encore révélé la pleine étendue ? Dans les sables d'Our, chaque fragment retrouvé semble poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Les bijoux raffinés des tombes royales laissent entrevoir un savoir-faire déjà ancien, comme si les artisans sumériens avaient hérité de techniques perfectionnées ailleurs. Les instruments de musique découverts, les harpes et les lyres, suggèrent un monde culturel élaboré où l'harmonie sonore occupait une place centrale. D'où venait cette maîtrise ? Comment s'était-elle développée dans un monde qui, quelques siècles plus tôt, ne possédait pas encore l'écriture ? L'ombre d'un héritage se dessine.
Peut-être pas un héritage venu d'une civilisation disparue dans les cataclysmes, mais un héritage diffus, accumulé à travers les siècles de cultures oubliées, des peuples sans nom, des villages emportés par les crues du Tigre et de l'Euphrate, des traditions orales perdues lorsque les mots se sont transformés en signes d'argile. Si les Sumériens étaient les premiers à écrire, cela ne signifie pas qu'ils étaient les premiers à penser, à bâtir, à rêver. Ils furent peut-être les scribes de mémoire plus anciennes que la Boudour a engloutis. Woolley, en observant cette couche de limon, sentit qu'il tenait une clé. Mais la clé ne menait pas à une porte ouverte, elle menait à un mur d'oubli d'où seules quelques fissures laissent propasser des lueurs incertaines. Depuis, les archéologues fouillent, les historiens comparent, les géologues analysent. Mais la question demeure suspendue. Combien de mondes avons-nous perdu avant celui que nous appelons premier ? La ziggoura d'Ur, reconstruite plusieurs fois au fil des millénaires, se dresse aujourd'hui encore, partiellement restaurée, comme une silhouette obstinée face au temps. Elle incarne l'endurance d'une mémoire. Mais sous elle, sous ses fondations, reposent les sédiments d'un autre récit, que personne n'a encore su écrire. Les voyageurs qui visitent les ruines marchent sans le savoir sur ce palimpseste géologique, une écriture effacée, sur laquelle une autre s'est inscrite. La première énigme d'Ur est donc moins une question d'architecture qu'une question de silence. Pourquoi la mémoire humaine s'arrête-t-elle là où les mythes commencent ? Pourquoi la boue garde-t-elle encore le secret des peuples effacés ? Les Sumériens, en laissant derrière eux leurs tablettes, nous ont légué une énigme subtile. Ils se disaient bons premiers, mais se savaient héritiers. Leurs dieux étaient anciens, leurs récits parlaient d'avant, leurs villes se dressaient sur des ruines plus vieilles. Et ainsi, en contemplant le sable d'Ur, l'on perçoit ce paradoxe étrange. Ce que nous appelons l'aube de la civilisation est peut-être déjà un crépuscule d'âge invisible, d'architectes sans nom, d'inventeurs sans mémoire. Le sable nous offre des vestiges, mais derrière chaque fragment retrouvé se devine une absence plus vaste, une immensité d'histoires perdues. C'est dans ce silence que commence le voyage. Là où les fouilles cessent, là où la science hésite, s'ouvre l'espace d'une autre interrogation. Et si les Sumériens n'avaient été que les derniers témoins d'un monde plus vieux ? Lorsque l'on songe à la mémoire des civilisations, on imagine des bibliothèques de parchemin, des chroniques gravées dans le marbre ou des récits transmis de bouche en bouche à travers les générations. Mais en Mésopotamie, la mémoire s'est figée dans l'argile. Des milliers de petites tablettes couvertes de signes anguleux ont survécu à l'écoulement des millénaires. Elles constituent la voix des Sumériens, une voix qui ne se dissout pas dans l'air, mais qui repose dans la terre, immobile, silencieuse. Chaque fragment d'argile raconte non seulement l'histoire d'un peuple, mais aussi l'écho d'un monde plus ancien. Ces tablettes sont, pour nous, un paradoxe. D'un côté, elles semblent surgir soudainement descendant l'histoire humaine, vers 300 avant notre ère, avec un système d'écriture déjà complexe. De l'autre, elles témoignent d'une pratique qui semble déjà mûre, comme si l'acte d'écrire n'était pas une invention soudaine, mais l'aboutissement d'une longue tradition de signes et de symboles qui nous échappent. Comment expliquer cette apparente maturité initiale ? L'écriture cunéiforme ne s'est pas imposée timidement. Elle apparaît dans des archives administratives, des hymnes, des récits mythologiques, des listes astronomiques, comme si dès sa naissance, elle portait déjà la profondeur d'un héritage. Lorsque l'on observe une tablette sumérienne, on voit une surface simple, façonnée d'argile humide, pressée par un calame en roseau. Mais derrière la simplicité de ce geste se cache une révolution. Car c'est dans ces petits dômes très anguleux que se condensent ces récits de rois, les inventaires de temples, les hymnes aux dieux, des milliers de vies anonymes, de transactions quotidiennes, de récoltes et de serments se sont inscrites dans la matière. L'argile a absorbé la parole et l'a rendue immortelle. Pourtant, cette immortalité n'est pas totale. Il manque toujours quelque chose, un contexte, une voix, une intonation. L'argile garde les mots, mais perd la chair. L'un des mystères les plus troublants est que les tablettes évoquent souvent des temps antérieurs, des ères où les dieux gouvernaient encore, où les cités existaient déjà. Les scribes racontent des origines qui ne coïncident pas avec l'archéologie. On y lit des chronologies improbables, des règnes qui durent des centaines d'années. Est-ce le langage du mythe, ou une mémoire codée, un souvenir transmis à travers le brouillard des siècles ? Les Sumériens n'écrivaient pas seulement pour organiser leur quotidien, ils gravaient aussi des récits qui semblaient appartenir à un autre âge, comme si leur propre histoire n'était que le prolongement d'une mémoire plus ancienne.
Certaines tablettes, retrouvées à Nippur, parlent des dieux fondateurs et des cités construites avant le grand déluge. Elles décrivent un monde régi par des lois mystérieuses où la frontière entre le divin et l'humain était poreuse. Ces récits ne ressemblent pas à des inventions arbitraires, ils ressemblent à des souvenirs transformés. L'on pourrait y voir des mythes fondateurs comme d'autres civilisations en ont créé. Mais la persistance de ces motifs, les cités antédiluviennes, les rois d'avant, les savoirs perdus, soulève une autre possibilité, celle d'une transmission fragmentaire d'un monde éteint. On sait que l'écriture sumérienne est née d'une nécessité pratique. Gérer les surplus agricoles, consigner les échanges, mémoriser les dettes, mais réduire ces signes à une simple comptabilité serait oublier leur résonance. Car très vite, cette écriture s'est faite poésie, prière, cosmologie. Comme si les scribes savaient, dès le commencement, que l'argile pouvait contenir plus que des chiffres. Elle pouvait contenir des songes. Peut-être parce que ces songes eux-mêmes venaient vraiment d'avant eux, hérités d'une longue chaîne de mémoire orale qui ne pouvait plus se dire qu'en signes gravés. Chaque tablette retrouvée est une énigme. Certaines racontent la vie des temples, le nombre d'offrandes déposées aux dieux, les sacrifices, les fêtes. D'autres parlent des étoiles, des constellations, des présages tirés de l'observation du ciel. D'autres encore inscrivent des hymnes d'une beauté fragile où l'on devine la voix d'un chanteur disparu. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la richesse du contenu, mais l'impression d'une continuité. Comme si les Sumériens n'avaient tant pas inventé un monde, mais mis par écrit un monde déjà ancien. On retrouve parfois dans ces tablettes des mots qui ne semblent pas appartenir aux Sumériens. Des termes techniques, des toponymes, des noms obscurs dont l'origine reste indéchiffrée. Les linguistes parlent de substrat linguistique, les restes d'une langue plus ancienne intégrés dans le vocabulaire sumérien. Ces résidus laissent deviner la présence d'un peuple oublié, d'une culture préexistante dont nous ne connaissons rien. Une langue morte, effacée avant même d'avoir été écrite. Les tablettes, dans leur silence, gardent donc aussi des fantômes, des mots survivants d'un monde qui n'a pas laissé de traces visibles. Il y a quelque chose de troublant dans l'idée que la première écriture humaine porte déjà en elle des échos d'autres voix. Cela suggère que l'histoire, telle qu'on la raconte, n'est jamais une ligne droite, mais une superposition de strates. L'argile est un palimpseste. Ce que nous lisons comme une origine pourrait n'être qu'une traduction tardive d'histoires bien plus anciennes. Les archéologues, en déterrant ces milliers de tablettes, se retrouvent confrontés à une forêt de signes. Beaucoup restent illisibles, fragmentaires, érodés par le temps. Lire une tablette, c'est comme tendre l'oreille à un murmure brisé, un message venu d'un monde où les repères ne sont pas les nôtres. Certaines racontent la chute de cités, aujourd'hui disparues, d'autres la colère des dieux, d'autres encore les détails les plus prosaïques de la vie quotidienne. Mais toutes, d'une certaine manière, témoignent d'un fil invisible, celui d'une mémoire plus large que leur simple contenu. Ce qui est fascinant, c'est que les tablettes ne semblent pas avoir été conçues pour durer. Beaucoup étaient des documents administratifs destinés à une utilité immédiate. Pourtant, elles nous sont parvenues prétenues parce que l'argile, cuite accidentellement dans des incendies, est devenue indestructible. Le feu des destructions a paradoxalement sauvé la mémoire. Sans ces catastrophes, sans ces cités brûlées, nous n'aurions pas aujourd'hui ces milliers de voix silencieuses. Il est étrange de penser que notre connaissance du monde sumérien repose sur des ruines, sur des moments de chaos qui ont figé pour toujours des fragments de vie. En les contemplant, on est saisi d'une impression d'étrangeté. Ces petits objets de terre, si fragiles en apparence, ont traversé 5000 ans pour parvenir jusqu'à nous. Ils contiennent non seulement l'histoire visible, mais aussi les échos d'une mémoire invisible. Chaque signe cunéiforme est comme une cicatrice. Il marque la matière et marque le temps. Les Sumériens ont gravé pour ne pas oublier, mais ce qu'ils nous ont transmis dépasse ce qu'ils pensaient tant se dire. Les tablettes d'argile, mémoire d'un monde éteint, nous rappellent que toute écriture est une survivance. Elles sont la trace matérielle d'un passé, mais aussi le miroir d'un héritage plus ancien, toujours hors de portée. En les lisant, nous ne faisons pas que redécouvrir les Sumériens. Nous entendons, à travers eux, le souffle de civilisations disparues, effacées par la boue et le feu, mais dont l'ombre persiste dans les signes. Dans les récits sumériens, les dieux ne sont pas de simples figures symboliques. Ils apparaissent comme des êtres présents, réels, qui marchent aux côtés des hommes, qui décident des destinées et qui fondent les premières cités. Mais plus troublant encore, ces dieux ne naissent pas avec les Sumériens. Ils viennent d'avant.
Les textes les présentent comme des présences antérieures à l'humanité, des puissances grobissantes qui existaient peut-être déjà lorsque la mémoire des hommes commençait à peine à s'éveiller. À Nippur, Eridu, Uruk, les tablettes évoquent une généalogie divine qui plonge dans des profondeurs inaccessibles. Les grands dieux An, Enlil, Enki, Inanna apparaissent non pas comme de simples inventions, mais comme les héritiers d'un ordre plus ancien. Leur rôle n'est pas seulement de gouverner les hommes, mais de transmettre un monde déjà organisé. Leurs noms, gravés dans l'argile, résonnent comme des échos de traditions dont nous ne possédons plus que les fragments. L'idée que les dieux précèdent que l'histoire humaine n'est pas unique aux Sumériens. Dans de nombreuses cultures, les premiers temps piétants sont confiés à des entités surhumaines, parfois célestes, parfois terrestres, qui donnent aux hommes le feu, les lois, les savoirs. Mais en Mésopotamie, cette antériorité prend une forme particulière. Les dieux ne se contentent pas d'avoir façonné le monde. Ils sont décrits comme rois, architectes, fondateurs de cités réelles. La liste royale sumérienne, par exemple, ne commence pas avec des souverains humains. Elle commence avec des règnes divins. Avant le déluge, dit-elle, ce furent les dieux qui régnèrent. Il est difficile de savoir comment interpréter ces récits. Doit-on y voir une mythologie élaborée pour légitimer le pouvoir des cités sumériennes ? Ou bien un souvenir transformé d'un temps où l'humanité, encore hésitante, projetait sur quelques figures mystérieuses le rôle de fondateur. Ce qui est certain, c'est que pour les Sumériens, leur civilisation n'était pas née d'elle-même. Elle avait été donnée, transmise, imposée peut-être par ces puissances venues d'avant eux. Le dieu Enki, par exemple, est décrit comme le maître des eaux souterraines, mais aussi comme celui qui apporte aux hommes l'art de la construction, de l'agriculture, du savoir. Il n'était pas simplement une force naturelle personnifiée. Il est présenté comme l'instructeur, celui qui enseigne des techniques que les hommes n'avaient pas encore. Inanna, déesse de l'amour et de la guerre, est liée à des pouvoirs d'organisation politique et rituelle. Enlil, seigneur du vent, est celui qui distribue les royaumes et décide du destin des peuples. Dans tous ces récits, les dieux ne sont pas de simples allégories. Ils sont les détenteurs d'un savoir plus ancien, qu'ils remettent aux hommes comme une torche fragile. Les temples sumériens eux-mêmes semblent bâtis dans cette logique de continuité. Chaque sanctuaire est décrit comme la maison d'un dieu, mais aussi comme la matérialisation d'une relation entre l'humain et le divin. À Eridu, ville la plus ancienne selon les Sumériens, le temple d'Enki est évoqué comme une demeure fondée dans un temps immémorial, quand les dieux eux-mêmes avaient encore bâti sur la terre. Archéologiquement, Eridu révèle en effet des strates d'occupation qui remontent à près de 5000 avant notre ère, bien avant l'apogée sumérienne. La ville semble s'être développée par étapes, comme si chaque génération ne faisait que rebâtir sur un plan plus ancien, un modèle transmis. L'idée que les dieux en aient été les premiers bâtisseurs devient alors une manière de dire que l'origine échappe aux hommes. Ce lien entre les dieux et l'antériorité réapparaît aussi dans les récits du déluge. Lorsque les eaux recouvrent le monde, ce ne sont pas seulement les hommes qui disparaissent, c'est un ordre ancien qui s'efface. Après la catastrophe, les dieux redonnent la royauté à la terre. Ce geste est lourd de sens. Il suggère que le pouvoir, l'organisation, l'art de régner n'appartiennent pas en propre aux hommes, mais qu'ils sont confiés par des instances plus anciennes. Les Sumériens ne s'imaginaient donc pas comme les inventeurs de leur civilisation, mais comme les gardiens d'un legs. On retrouve dans ces récits des parallèles troublants avec d'autres traditions. En Égypte, les premiers rois étaient donc sans un dieu. En Grèce, tous les dieux avaient instauré l'ordre du monde avant que les héros humains ne prennent le relais. Dans les Andes, les fondateurs venaient que des lacs et des montagnes, apportant au peuple les savoirs nécessaires. Ce schéma universel pose une question. S'agit-il de mythes communs à l'humanité, nés du besoin de donner sens à l'inexplicable, ou bien d'une mémoire partagée, transmise à travers des civilisations disparues ? Les dieux sumériens, tels que décrits dans les hymnes et les épopées, sont parfois d'une humanité troublante. Ils se disputent, se jalousent, se réconcilient. Mais derrière cette humanisation, ils gardent toujours une aura d'antériorité. Ils appartiennent à un temps où la frontière entre l'homme et le sacré n'était pas encore tracée. Un temps où les cités n'étaient pas encore des œuvres humaines, mais des dons venus d'ailleurs. L'épopée de Gilgamesh illustre bien cette relation ambiguë. Le roi d'Uruk, lui-même d'origine semi-divine, cherche à franchir les limites imposées aux hommes. Il veut rejoindre l'immortalité, retrouver le secret des dieux. Son échec raconte la rupture.
Les hommes ne peuvent plus accéder à ce qui fut autrefois partagé. Mais le récit suggère aussi que cet accès avait existé, qu'il y eut un temps où l'humanité vivait au plus près de ses puissances et que ce temps s'est refermé comme une porte. Les tablettes qui nous parlent des dieux semblent à la fois nous rapprocher et nous éloigner d'eux. Elles nous donnent des noms, des fonctions, des récits. Mais elles laissent aussi planer une impression d'incomplétude, comme si l'essentiel demeurait hors d'atteinte. L'on peut y voir le reflet d'une mentalité religieuse, d'une cosmogonie symbolique. Mais l'on peut aussi ressentir ce vertige, et si ces récits en gardaient en moi le souvenir, déformé mais tenace, d'êtres ou de savoirs qui ont réellement précédé l'éveil sumérien. À travers les dieux, les Sumériens affirmaient une chose essentielle. Leur monde n'était pas né d'eux seuls. Il y avait avant eux des forces, des puissances, des fondateurs invisibles. En ce sens, les dieux étaient moins des créations que des messagers. Ils rappelaient sans cesse que la civilisation humaine ne repose jamais sur un commencement pur, mais sur des héritages, parfois oubliés, parfois invisibles, qui viennent d'un temps où l'histoire n'existait pas encore. Et dans le silence des tablettes, dans la poussière des temples effondrés, cette idée demeure. Les dieux appartiennent à un passé que nous ne connaissons plus, mais que les Sumériens, eux, considéraient comme la véritable origine. Dans les récits de Sumériens, il est sans dit que Eridu fut la première ville fondée par les dieux eux-mêmes. Elle est évoquée comme le berceau de la royauté, le point d'origine où la civilisation aurait touché la terre. Mais lorsqu'on marche aujourd'hui sur les collines poussiéreuses du sud de l'Irak, ce que l'on aperçoit n'est pas une cité majestueuse. Ce sont des ruines effacées, des monticules de sable et de briques séchées, effritées par des millénaires de vent et de silence. Et pourtant, sous ces débris repose une histoire qui semble toujours échapper aux archéologues. Eridu fut fouillé au XXe siècle. Les chercheurs découvrirent dans des strates d'occupation superposées une ville reconstruite sur elle-même à travers les âges. 20 couches successives, étalées sur près de 2 millénaires. Tout en bas, les traces d'un petit village de pêcheurs et d'agriculteurs, modeste, presque insignifiant. Plus haut, des temples qui se complexifient, des constructions plus vastes, des signes d'une organisation sociale et religieuse croissante. Puis, à mesure que l'on remonte vers la surface, on devine une cité déjà immense, dotée d'un sanctuaire monumental, dédié au dieu Enki. Ce que les fouilles révélèrent de surtout, c'est la profondeur de cette continuité. Eridu n'était pas née d'un coup. Elle avait grandi comme un organisme ancien, stratifié, porteur de couches de mémoire. Mais la tradition sumérienne, elle, ne la décrit pas comme une évolution progressive. Elle la présente comme un commencement. Après que la royauté eût été descendue du ciel, la royauté fut à Eridu. Cette phrase gravée dans les tablettes confère à la ville une aura d'antériorité sacrée. Ce n'était pas une cité parmi d'autres. C'était la première, le lieu où les dieux avaient choisi de déposer le savoir du gouvernement, de l'organisation, du rituel. Eridu devient ainsi moins un site archéologique qu'un symbole, une frontière entre le monde sans ordre et le monde civilisé. Si ce qui frappe, c'est que les couches archéologiques les plus anciennes d'Eridu datent d'environ 5000 avant notre ère, bien avant la floraison des grandes cités sumériennes comme Uruk ou Ur. Comment expliquer qu'un centre religieux si durable, si ancien, ait pu précéder de plusieurs siècles l'apparition des structures urbaines massives ? Était-ce un hasard, le fruit d'une accumulation locale, ou le signe qu'Eridu conservait un héritage encore plus vieux ? Les temples les plus anciens, bien que modestes, révèlent une régularité troublante. Ils sont reconstruits selon un plan similaire, comme si les bâtisseurs respectaient un modèle préexistant. On a souvent noté cette fidélité au plan originel. Chaque fois que le sanctuaire s'effondrait ou se dégradait, il était rebâti presque à l'identique. Les proportions, l'orientation, les fondations restèrent les mêmes. C'est comme si la ville avait voulu conserver, à travers les siècles, la mémoire d'un dessin sacré, d'une géométrie intangible. Mais qui avait donné ce plan initial ? Était-il l'œuvre d'une communauté humaine déjà consciente de l'architecture sacrée, ou bien, comme les Sumériens le disaient, le don des dieux eux-mêmes ? L'atmosphère d'Eridu, telle que restituée par les archéologues, est étrange. On y retrouve des restes de maisons, de foyers, de poteries, signes d'une vie ordinaire. Mais on y retrouve aussi un accent marqué sur le temple, disproportionné par rapport au reste. Tout semble tourner vers ce centre religieux. Ce n'était pas une cité commerçante, ni un centre militaire, mais une ville de culte. Une ville qui n'appartenait pas aux hommes, mais aux dieux.
L'on pourrait presque dire que Eridu n'était pas une ville humaine, mais une demeure divine où les hommes n'étaient qu'à tant que des hôtes. Dans les hymnes sumériens, Eridu est qualifié de maison des fondations du ciel et de la terre. Cette formule mystérieuse suggère une fonction cosmique. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, il était une jonction entre le ciel et la terre, un point où les deux mondes se touchaient janda. Si les Sumériens croyaient quant au que la royauté était descendue du ciel à Eridu, ce n'était pas une métaphore poétique. C'était la conviction qu'en ce lieu précis, quelque chose de l'ordre divin avait pénétré le monde. Lorsque l'on contemple cette idée avec nos yeux modernes, elle peut sembler symbolique. Mais replacée dans le contexte de l'époque, elle prend une dimension différente. Car ce que les archéologues ont découvert, c'est bien la continuité d'un culte ininterrompu pendant des millénaires. Une mémoire religieuse, tenace, plus durable que les cités humaines, plus forte que les dynasties. Les habitants changeaient, les générations passaient, mais le sanctuaire d'Enki restait. Il résistait comme une colonne immobile au cœur d'un fleuve mouvant. Certains chercheurs ont suggéré qu'Eridu pourrait avoir été une sorte de centre originel, où des traditions plus anciennes, venues peut-être de régions voisines, avaient en trouvé leur premier ancrage. On a même proposé que les bâtisseurs d'Eridu aient hérité de savoirs accumulés dans des communautés encore plus anciennes, aujourd'hui disparues. Des peuples du néolithique tardif, dont les traces matérielles sont ténues, mais dont l'empreinte spirituelle pourrait avoir survécu dans cette ville consacrée. La géographie d'Eridu elle-même contribue au mystère. Située près des marais du sud mésopotamien, à proximité du golfe Persique ancien, elle se trouvait à la jonction de l'eau et de la terre ferme. Le culte d'Enki, maître des eaux, prend alors une dimension concrète. Il était le dieu des profondeurs aquatiques, des sources souterraines, des océans cachés. Vivre à Eridu, c'était vivre au seuil d'un monde liquide, à la frontière entre la stabilité terrestre et l'instabilité des marécages. Les habitants devaient en sentir chaque jour cette impression d'être au bord d'un autre univers, à moitié englouti dans les eaux primordiales. Ce lien avec l'eau est peut-être une clé. Dans de nombreuses traditions, les origines de la civilisation sont associées à la mer, aux rivières, aux abîmes aquatiques. Les Sumériens parlaient de l'Apsu, l'océan souterrain, demeure d'Enki. D'autres cultures évoquent des peuples venus de la mer, des dieux ou des sages qui apportent aux hommes les arts et les savoirs. L'emplacement d'Eridu, tourné vers les marais et l'ancien rivage du Golfe, pourrait avoir renforcé cette impression, que la ville venait d'ailleurs, qu'elle avait été offerte aux hommes depuis un horizon liquide. En contemplant les vestiges d'Eridu, on ne voit pas une ville humaine dans son développement classique. On voit un sanctuaire qui persiste, une obsession religieuse autour d'un dieu instructeur. L'on peut imaginer les processions qui montaient vers le temple, les offrandes déposées, les hymnes chantés au lever du soleil. Mais derrière ces rituels, il y a une impression de permanence. Eridu n'était pas le produit d'une simple évolution sociale. Elle était l'expression d'une fidélité à quelque chose d'antérieur que les ne comprenaient-on peut-être plus, mais qu'ils continuaient à honorer. Les Sumériens disaient qu'Eridu avait été la première ville, donnée aux hommes par les dieux. Les archéologues disent qu'elle fut une des plus anciennes, née d'un petit village qui devint un centre religieux majeur. Entre ces deux visions se glisse un espace d'incertitude. Peut-être que la vérité se situe entre les deux. Une mémoire de tradition plus ancienne, matérialisée, dans une ville qui, peu à peu, devint le symbole d'un commencement. Eridu, ville qui n'appartenait à personne, demeure aujourd'hui un champ de ruines balayé par le vent. Mais dans son silence, elle continue de porter cette question. Et si ce que nous appelons origine n'était qu'un relais, si la première ville n'était déjà qu'une survivance, un vestige d'un monde plus vieux encore, confié à la garde des hommes par des puissances venues d'avant eux? Dans la mémoire sumérienne, il existe une fracture, une ligne invisible qui sépare deux ères, avant le déluge et après le déluge. Les tablettes l'affirment avec insistance, la royauté existait déjà avant la grande inondation, mais elle fut balayée, effacée, puis restaurée sur d'autres cités. Ce récit, répété dans plusieurs versions, n'est pas unique à la Mésopotamie. On le retrouve, étrangement semblable, dans d'innombrables cultures, en Égypte, en Grèce, en Inde, chez les Hébreux, jusque dans les traditions orales des peuples les plus lointains. Un cataclysme d'eau, un monde englouti, quelques survivants qui reconstruisent. Ce motif universel interroge. S'agit-il d'un simple mythe partagé, né de l'imaginaire humain confronté aux crues des fleuves, ou bien d'un souvenir réel, transmis à travers les âges comme l'écho d'une catastrophe oubliée?
Lorsque Léonard Woullé fouilla Ur au début du XXe siècle, il découvrit une couche de limon épaisse de plusieurs mètres, sans aucune trace de vie humaine. Sous cette strate de boue se trouvaient enclus des fragments d'occupation plus anciennes. Au-dessus, les ruines sumériennes. Pour Woullé, il ne faisait pas de doute. Il venait de mettre au jour la preuve archéologique du déluge. Plus tard, certains chercheurs nuancèrent cette interprétation. Il ne s'agissait pas nécessairement d'un déluge universel, mais peut-être d'une inondation locale, une crue exceptionnelle de l'Euphrate qui avait submergé une région entière. Pourtant, l'impact d'une telle catastrophe sur les populations de l'époque aurait pu suffire à nourrir un mythe persistant, transmis de génération en génération. Mais la question demeure, pourquoi ce récit de déluge est-il si universel, si semblable d'un bout à l'autre du monde ? En Mésopotamie, il est consigné dans l'épopée de Gilgamesh, où le héros rencontre Utanapishtim, survivant de la grande inondation, qui raconte comment les dieux décidèrent d'anéantir l'humanité, et comment lui seul, averti, construisit une embarcation pour sauver sa famille et les semences de la vie. Ce récit résonne de façon troublante avec l'histoire de Noé, écrite bien plus tard. Les parallèles sont si précis qu'ils ne peuvent pas être fortuits. Ils témoignent d'une tradition commune, d'une mémoire partagée qui précède même l'écriture biblique. Certains chercheurs pensent évidemment que les Sumériens n'ont pas inventé le mythe du déluge, mais l'ont hérité de cultures plus anciennes encore. Car des preuves géologiques suggèrent que vers 5600 avant notre ère, une montée brutale des eaux a transformé la mer Noire en un vaste lac inondant les terres alentours. D'autres évoquent la fonte des glaciers à la fin de la dernière glaciation, qui fit monter les océans de plusieurs dizaines de mètres, engloutissant des milliers de kilomètres de côtes. Pour les populations de l'époque, un tel bouleversement aurait eu des conséquences dévastatrices. Comment ne pas en garder le souvenir ? Comment ne pas le transmettre génération après génération jusqu'à ce qu'il devienne mythe ? Le déluge sumérien pourrait alors être la mémoire lointaine d'événements réels, vécus par des communautés oubliées. Mais au fil du temps, ce souvenir aurait pris une dimension religieuse. Les dieux, irrités par l'humanité, décidèrent d'effacer leur œuvre. Dans cette réécriture, le cataclysme naturel devient un jugement divin, une fracture entre un monde ancien et un monde nouveau. La catastrophe, qui aurait pu être une expérience traumatisante, est intégrée dans une cosmogonie. Elle explique pourquoi les hommes ne se souviennent pas de ce qui précède. Ce qui fascine, c'est la manière dont les Sumériens décrivent l'avant et l'après. Avant le déluge, les rois régnaient pendant des siècles. Les cités étaient immenses, dirigées par des dynasties presque éternelles. Après le déluge, la durée des règnes se réduit, les cités changent, l'humanité devient plus fragile. Ce contraste pourrait refléter une nostalgie, la conscience d'un âge d'or perdu. Mais il pourrait aussi cacher un souvenir de civilisation réellement effacée. Des peuples qui avaient atteint un degré d'organisation que les Sumériens percevaient comme extraordinaire et dont il ne restait que des rumeurs. La présence de cette mémoire diluée soulève une autre question. Le déluge n'est-il pas aussi une métaphore de l'oubli ? La boue qui recouvre les anciennes strates dures, les eaux qui effacent les cités, ne sont-elles pas l'image même de ce qui arrive à toute mémoire humaine ? Ce qui est englouti ne disparaît pas totalement. Il se dépose, il sédimente, il attend d'être retrouvé. Mais il est transformé, il n'est plus accessible dans sa forme originelle. Les Sumériens, en racontant le déluge, affirmèrent peut-être quelque chose de plus profond que l'histoire d'une inondation. Ils disaient que le monde d'avant n'est jamais complètement perdu, mais qu'il nous échappe, qu'il demeure inaccessible derrière les couches du temps. Les archéologues modernes poursuivent cette quête, ils scrutent dans les dépôts sédimentaires, comparant les récits, étudient les deltas anciens. Chaque découverte ajoute une nuance, mais le mystère reste entier. Pourquoi l'humanité a-t-elle gardé si vif le souvenir d'un monde noyé ? Pourquoi l'a-t-elle inscrit au cœur de tant de traditions ? Peut-être parce que ce récit est le reflet d'une peur primordiale, celle de voir disparaître en un instant tout ce qui donne sens à l'existence. Peut-être aussi parce qu'il fut réellement vécu, et que ses témoins ont transmis obstinément ce souvenir pour que jamais on ne l'oublie. Ce qui trouble dans les versions mésopotamiennes du déluge, c'est leur précision. Les dimensions de l'arche, les matériaux utilisés, le nombre d'animaux sauvés, tout est décrit avec une minutie qui contraste avec la nature légendaire du récit. Pourquoi tant de détails si ce n'était qu'un mythe ? Pourquoi cette volonté de consigner l'histoire comme un événement réel ? L'impression laissée est celle d'un souvenir transformé
enjolivé peut-être, mais enraciné dans une expérience vécue. Ainsi, le déluge sumérien se tient à la croisée des chemins, à la fois mythe fondateur et mémoire d'un désastre. Il explique pourquoi le monde ancien a disparu, pourquoi les hommes d'aujourd'hui vivent dans un ordre différent. Mais il ouvre aussi une brèche, celle d'une histoire plus longue que la nôtre, celle d'un âge effacé dont les Sumériens se considéraient les héritiers. Dans leur tablette, ils n'affirmaient pas être les premiers. Ils affirmaient avoir survécu, avoir reçu la royauté après que les eaux eurent tout effacé. Le déluge réécrit dans les textes devient alors un miroir. Il reflète à la fois l'angoisse des hommes devant la fragilité du monde et le souvenir d'un temps perdu. Il raconte que l'histoire humaine n'est pas linéaire mais faite de fractures, de destruction, de recommencement. Et au cœur de cette fracture persiste une énigme. Que reste-t-il, sous la boue, des mondes qui existaient avant ? Lorsque l'on contemple aujourd'hui la plaine mésopotamienne, on voit un désert de poussière et de marées traversé par deux fleuves fatigués, l'Euphrate et le Tigre. Mais il fut un temps où ces terres formaient l'un des berceaux les plus fertiles de l'humanité. Sous cette surface aride, sous ces champs asséchés, se dissimule une mosaïque d'occupations anciennes, de villages disparus, de cultures dont les noms mêmes nous échappent. Car avant Sumer, avant les grandes cités, il y eut d'autres peuples, des communautés oubliées, des sociétés effacées, qui laissèrent en des traces si ténues qu'elles semblent appartenir à un monde fantôme. Les archéologues parlent de cultures d'Obéide, de Hassuna, de Samarra, d'Alaf, des noms donnés par la science moderne à des ensembles de poteries, de maisons, de tombes. Ces cultures qui s'étendent du 7e au 5e millénaire avant notre ère sont les véritables ancêtres du monde sumérien. Elles ne possédaient pas encore l'écriture, ni les grandes zigguras, ni les rois. Mais elles avaient déjà l'agriculture, l'élevage, le commerce et surtout une étonnante capacité d'organisation. Ce sont elles qui, silencieusement, ont préparé le terrain. Pourtant, dans la mémoire sumérienne, elles n'existent pas. Pour les scribes d'Intsuaras, l'histoire commence avec Sumer, et tout ce qui précède n'est qu'un brouillard. Il est troublant de penser que des civilisations entières puissent disparaître sans laisser de récit. Les hommes qui habitaient ces villages avaient leurs dieux, leurs rites, leurs histoires, mais faute d'écriture, ils se sont dissous dans l'oubli. Ce que nous en savons ne tient qu'à quelques tessons décorés, quelques plans de maisons rondes ou rectangulaires, quelques figurines d'argile représentant des déesses mères. Ces fragments, si pauvres en apparence, révèlent pourtant une complexité insoupçonnée. Les figurines, par exemple, suggèrent un culte ancien de la fécondité, une vision du monde centrée sur le cycle de la vie et des saisons. Les poteries, finement décorées, témoignent d'un sens esthétique déjà affirmé. Les canaux d'irrigation, visibles dans les strates archéologiques, montrent que ces peuples savaient domestiquer l'eau, anticiper les crues, organiser l'espace. Ces civilisations fantômes posent une question essentielle. Jusqu'où peut-on parler d'héritage ? Les Sumériens, en inventant l'écriture, ont donné à leur monde une visibilité qui manquait à leurs prédécesseurs. Mais les bases sur lesquelles ils se sont appuyés existaient déjà. L'agriculture irriguée, la céramique, la métallurgie, les premières formes de hiérarchie sociale venaient prendre avant eux. Les Sumériens ont cristallisé dans leurs tablettes ce que d'autres avaient lentement façonné au fil des millénaires. On pourrait dire que Sumer fut l'éclat soudain d'un long brasier qui couvait déjà dans les profondeurs. Pourtant, ces cultures ne sont pas seulement des préfaces. Certaines semblent avoir eu leur propre grandeur. À Tel al-Ubaid, on a retrouvé des bâtiments décorés de mosaïques, des objets ouvragés qui rivalisent en finesse avec les productions sumériennes ultérieures. À Alaf, les poteries aux motifs géométriques révèlent une maîtrise technique étonnante. Ces œuvres témoignent d'un monde raffiné, où l'art et la technique marchaient déjà main dans la main. Mais sans écriture, ce raffinement n'a pas laissé de récit. Il s'est effacé comme une encre invisible, perceptible seulement dans les ruines dispersées. Le contraste entre l'abondance des vestiges matériels et le silence des textes crée une impression étrange. C'est comme si nous marchions dans une ville abandonnée, pleine d'objets intacts mais sans habitants pour en raconter l'histoire. Nous voyons les maisons mais pas les visages. Nous tenons les poteries, mais nous ignorons les mains qui les ont façonnées. Ce vide, cette absence de mémoire écrite, fait de ces civilisations des fantômes, présentes et absentes à la fois. Certains chercheurs avancent que ces cultures oubliées ont pu jouer un rôle bien plus important qu'on ne l'imagine.
Peut-être avait-elle développé des systèmes de croyances, des cosmologies, des mythes qui ont ensuite été intégrés, transformés dans les récits sumériens. Le culte des grandes déesses, par exemple, pourrait avoir ses racines dans ces traditions néolithiques. Les Sumériens, en parlant d'Inanna ou de Ninhursag, n'ont peut-être fait que donner un nouveau visage à des divinités bien plus anciennes. De la même manière, les premières temps de conception astronomique pourraient remonter à ces peuples qui observaient le ciel sans le consigner par écrit. Il est aussi possible que ces cultures aient connu leurs propres cataclysmes. Les changements climatiques, les crues violentes, les mouvements des fleuves ont pu effacer des villages entiers. Les traces de certains sites montrent des abandons soudains, des reconstructions ailleurs, comme si les habitants avaient dû fuir. Ces disparitions locales, répétées sur des siècles, auraient-elles pu nourrir les récits ultérieurs de déluges et de destruction. Ce que les Sumériens racontaient en eux comme une grande catastrophe unique pourrait être la mémoire accumulée de multiples effacements, plus modestes. La plaine mésopotamienne, en vérité, est un immense palimpseste. Chaque civilisation y a écrit ses lignes, mais la suivante a recouvert les précédentes. Les cours d'eau changeaient de lit, les villages étaient recouverts de limons, les maisons de briques séchaient, s'effritaient et retournaient à la poussière. De ce point de vue, il n'est pas surprenant que tant de cultures aient disparu sans laisser de traces visibles. La Mésopotamie est une terre d'oubli autant qu'une terre de mémoire. Et pourtant, un sentiment persiste, celui que ces civilisations fantômes n'ont pas seulement préparé Sumer, mais qu'elles portaient en elles quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Peut-être une organisation différente, une vision du monde qui ne correspond pas à nos catégories. Les indices fragmentaires que nous possédons, figurines, temples modestes, canaux, laisseront deviner une logique propre, une cohérence qui nous échappe. Ce n'étaient pas seulement des étapes vers la civilisation, mais des mondes en eux-mêmes, complets, cohérents, dont il ne reste que des ombres. En observant ces ruines, on ressent une étrange mélancolie. Car ces peuples se ont vécu, aimé, prié, rêvé, puis se sont effacés, comme si leur mémoire n'avait jamais compté. Leur absence dans les récits sumériens est peut-être le signe d'une rupture. Les Sumériens se sont proclamés premiers en niant ce qui les avait précédés. Mais l'archéologie, en révélant ces cultures enfouies, redonne vie à ces fantômes. Elle nous rappelle que derrière chaque origine se cache une autre origine, plus ancienne, plus effacée. La plaine mésopotamienne, avec ses sédiments successifs, est un livre fermé dont les pages ont été collées par le temps. Les Sumériens y ont écrit le chapitre visible, mais sous leurs mots, d'autres histoires demeurent illisibles. Ces civilisations fantômes, même sans nom, continuent de hanter les ruines. Elles murmurent que le monde sumérien n'était pas une aube, mais déjà un crépuscule, celui d'un long héritage oublié. Au cœur de la plaine mésopotamienne, lorsque le soleil se lève, les silhouettes des ziggourats apparaissent comme des montagnes artificielles dressées au-dessus des sables. Ces temples en terrasse, escaliers de briques menant vers le ciel, sont devenus l'image la plus reconnaissable de Sumer et de cette cité. Mais derrière ces édifices, que nous associons à une grandeur architecturale déjà établie, se cache un mystère. Qui furent les premiers bâtisseurs? Quel savoir possédaient-ils pour ériger ces masses de terre cuite, parfaitement orientées, équilibrées, défiant l'érosion et les siècles? L'histoire officielle nous dit que les ziggourats furent le fruit d'une évolution progressive, à partir des temples modestes de l'époque d'Obéide, simples bâtiments rectangulaires qui peu à peu s'élevèrent, étage après étage, jusqu'à former ces pyramides à degrés. Mais si l'on observe attentivement les ruines les plus anciennes, on découvre des indices troublants. Certains plans sont trop réguliers, trop élaborés, comme si un modèle existait déjà, transmis en silence d'une génération à l'autre. L'impression qui se dégage est celle d'une continuité, d'une fidélité à un schéma primordial, comme si les bâtisseurs, anonymes et oubliés, suivaient un plan qu'ils n'avaient pas eux-mêmes inventé. À Eridu, l'un des sites les plus anciens, les fouilles ont révélé près de 20 constructions successives du temple d'Enki. À chaque fois, le même plan est respecté. Une salle centrale, une orientation précise, une organisation immuable. Le temple croît comme un organisme, mais conserve toujours son cœur. Comment expliquer cette obstination? Pourquoi rebâtir sans cesse selon les mêmes lignes, plutôt que d'innover? Peut-être parce que ces bâtisseurs se sentaient redevables d'un modèle venu d'ailleurs, d'un temps plus ancien, qu'ils avaient pour mission de préserver. Les ziggourats, dans leur essence, ne sont pas seulement des édifices religieux, elles sont des axes, des points de jonction entre la terre et le ciel. Chaque terrasse représentait un niveau de l'univers.
Le monde des hommes en bas, les sphères célestes en haut, et au sommet un sanctuaire, demeure du Dieu. En gravissant ces degrés, le prêtre, le roi ou l'initié rejouait le chemin de l'ascension cosmique. L'architecture devenait un langage, les briques un alphabet, les bâtisseurs des scribes de la pierre et de l'argile. Mais qui étaient-ils, ces bâtisseurs sans nom? On ne trouve pas dans les tablettes de récits détaillant leur travail. Les rois se glorifient d'avoir ordonné la construction. Les dieux sont célébrés comme destinataires des temples, mais les artisans eux-mêmes disparaissent dans l'anonymat. Et pourtant, sans eux, rien n'aurait existé. Les briquetiers, les maçons, les géomètres, les porteurs d'eau, tous ceux qui ont façonné ces montagnes de briques n'ont laissé aucune trace de leur identité. Ils ont bâti pour d'autres dans un effacement complet. Leur silence nous rappelle que l'histoire visible repose sur les épaules d'innombrables invisibles. Les fouilles montrent que ces bâtisseurs possédaient un savoir technique impressionnant. Ils savaient orienter les structures selon les points cardinaux, stabiliser les fondations dans un sol mouvant, mélanger l'argile avec des roseaux et des bitumes pour rendre les briques plus résistantes. Ces connaissances, ne semblent pas expérimentales, mais déjà éprouvées. L'impression est que les premiers ziggourats ne furent pas des essais maladroits, mais des œuvres maîtrisées dès le début. Cette maîtrise soulève une question. D'où venait-elle ? Était-elle le fruit d'une tradition empirique de plusieurs siècles, aujourd'hui effacée, ou bien le vestige d'un savoir transmis comme un legs d'une humanité antérieure ? Les ziggourats ne sont pas uniques à Sumer. On retrouve des formes similaires dans d'autres régions. Pyramides en Égypte, monticules sacrés en Mésoamérique, tumulus en Anatolie et en Europe. Partout, l'idée d'ériger des montagnes artificielles pour se rapprocher du ciel revient comme un leitmotiv. Cette convergence pose une énigme. S'agit-il d'un archétype universel, né spontanément dans différentes cultures, ou d'un souvenir diffus d'un modèle plus ancien, partagé avant la dispersion des peuples ? Les bâtisseurs sumériens, en érigeant leurs temples à degrés, se rattachaient peut-être à une tradition beaucoup plus vaste que la leur. Dans l'imaginaire sumérien, la construction des temples était un acte de mémoire. Les hymnes disent que les dieux eux-mêmes avaient montré les plans. Le roi n'était qu'un exécutant, le scribe un copiste, le bâtisseur un instrument. On croyait que chaque édifice reproduisait une architecture céleste, un ordre invisible que les hommes devaient imiter. Ainsi, bâtir une ziggourate n'était pas inventé mais répété. C'était inscrire dans l'argile terrestre le reflet d'un dessin cosmique déjà existant. Ce qui frappe en contemplant ces ruines, c'est leur persistance. Même effondrées, même rongées par le vent, les ziggourats gardent une présence magnétique. Elles semblent attendre comme si elles portaient encore en elles une mémoire silencieuse. Leurs terrasses érodées rappellent des escaliers de brisés menant vers un ciel fermé. On imagine les processions montant lentement, les offrandes, les chants, les parfums de résine et de myrrhe. Mais derrière ces images demeure la question des bâtisseurs. Qui furent-ils et d'où venaient-ils ? Certains chercheurs notent que les plus anciennes constructions de Mésopotamie présentent une sophistication disproportionnée par rapport à ce que l'on attendrait d'un monde à peine sorti du néolithique. Comme si un saut avait eu lieu, soudain, sans transition claire. Ce saut, on le retrouve aussi dans l'apparition de l'écriture, dans l'organisation urbaine, dans la cosmologie. Toujours la même impression. Les Sumériens ne commencent donc pas. Ils reprennent, ils héritent, traduisent, transforment. Les bâtisseurs des premiers temples pourraient avoir été les gardiens de ce passage, les relais silencieux d'un savoir qui ne leur appartenait pas. Dans la tradition sumérienne, les dieux sont appelés les grands bâtisseurs. Ils auraient construit les premières demeures, tracé les premiers plans, élevé les premières cités. Les hommes ne firent que poursuivre leur œuvre. Mais peut-être que derrière ce langage mythologique se cache une vérité plus simple, que les hommes qui ont réellement bâti, il y a 7000 ans, furent effacés par le temps et que leur souvenir a été transposé sur les dieux. Les artisans, devenus invisibles, se sont transformés en figures divines. C'est ainsi que la mémoire a survécu, en devenant récit sacré. On pourrait dire que les ziggourats sont autant des monuments pour les dieux que pour les disparus. Elles incarnent la mémoire d'un peuple sans nom, qui a travaillé sans gloire, sans laisser d'écrit, mais dont les mains ont façonné ce qui demeure encore debout. Chaque brique, chaque terrasse, chaque marche raconte l'histoire de ces anonymes, mais leur voix est perdue. Seuls subsistent les hymnes qui attribuent tout aux dieux et aux rois. Les véritables bâtisseurs se dissolvent dans l'ombre. Ainsi, les premiers ziggourats apparaissent comme des monuments paradoxaux.
Ils sont à la fois la preuve d'un savoir avancé et le témoignage d'un oubli. Ils révèlent la grandeur d'une architecture qui dépasse son temps, mais cache les visages de ceux qui l'ont rendue possible. Ils rappellent que les origines visibles de la civilisation reposent toujours sur des mains invisibles, des générations effacées. Dans les ruines des ziggourats, le silence est encore plus lourd que la pierre. Ce silence n'est pas vide, il est peuplé de fantômes, de bâtisseurs sans nom qui ont gravé dans l'argile l'empreinte d'un monde dont nous ne savons presque rien. Ils furent les passeurs, les héritiers d'un savoir antérieur, transmis comme un secret fragile. Et aujourd'hui, en contemplant leurs œuvres, nous entrevoyons peut-être, à travers les briques effritées, la silhouette d'un passé plus vieux que Sumer, un passé dont ils furent les derniers témoins. Lorsque nous pensons à la naissance des civilisations, nous songeons d'abord à l'écriture, au temple, au roi. Mais derrière ces symboles visibles se cache une autre histoire, plus discrète et tout aussi essentielle, celle des matériaux. Chaque société ancienne a été définie par la matière qu'elle maîtrisait, la pierre, l'argile, le bois, puis les métaux. Et en Mésopotamie, avant même l'éclat du bronze, avant l'âge de fer et ses armes étincelantes, deux matières dominaient en les gestes humains, l'obsidienne et le cuivre. Deux matériaux très différents, l'un sombre et tranchant comme le verre, l'autre malléable et brillant, mais qui ensemble racontent un chapitre oublié de l'histoire. L'obsidienne fut sans doute le premier matériau à porter l'humanité au-delà de ses limites. Issue des coulées volcaniques, rares dans les plaines mésopotamiennes, elle devait être importée de régions lointaines, des montagnes d'Anatolie ou des confins du Caucase. Pourtant, on en retrouve des éclats dans les villages les plus anciens de la plaine. L'obsidienne servait à façonner des lames d'une finesse inégalée, capables de couper avec plus de précision que le métal naissant. Mais ce qui frappe ce n'est pas seulement la qualité de ses outils, c'est l'ampleur du réseau qu'il révèle. Pour que l'obsidienne parvienne jusque dans les villages d'Obaïd ou de Halaf, il fallait des routes, des échanges, une organisation. Bien avant l'écriture, bien avant les rois, les hommes avaient donc tissé un tissu invisible reliant montagnes et plaines. L'obsidienne devient ainsi l'indice d'un monde interconnecté, plus vaste qu'on ne le croit. Le cuivre, lui, raconte une autre histoire. Contrairement à l'obsidienne, il n'est pas trouvé sous forme prête à l'emploi. Il faut l'extraire, le marteler, parfois le chauffer pour le rendre plus malléable. Les premiers objets de cuivre découverts en Mésopotamie, de petites perles, des crochets, des pointes, datent de près de 5000 avant notre ère. Ils témoignent d'un savoir-faire encore hésitant, mais déjà tourné vers l'expérimentation. À mesure que les siècles passent, le cuivre devient plus commun. On le fond, on l'alliage avec l'arsenic, puis plus tard avec l'étain, pour former le bronze. Mais avant même l'âge du bronze, les Sumériens manipulaient déjà ce métal. Ils savaient en tirer des outils, des armes, des objets rituels. Ce qui est fascinant, c'est que la maîtrise du cuivre suppose une connaissance cachée, celle du feu, de la température, de la transformation de la matière. Pour obtenir une lame ou une pointe, il ne suffit pas de marteler le minerai brut. Il faut savoir où trouver le cuivre natif, comment le chauffer sans le détruire, comment le refroidir pour le durcir. Cette science, nous la tenons pour acquise, mais pour les hommes de ces époques, elle devait sembler presque magique. Extraire du métal des entrailles de la pierre, transformer la roche en arme brillante, c'était faire surgir un secret du monde souterrain. Le cuivre était plus qu'une matière, c'était une révélation. Les Sumériens, dans leurs hymnes, évoquent souvent des savoirs donnés par les dieux. L'agriculture par Enki, l'écriture par Nisaba, les armes et la guerre par Inanna. Peut-être faut-il comprendre ces récits comme la mémoire symbolique de ces découvertes matérielles. Le moment où l'homme apprend à extraire le cuivre, à le fondre, à le transformer, a pu marquer une rupture si profonde qu'on l'a attribué au divin. De la même manière que Prométhée donna le feu aux Grecs, les dieux mésopotamiens auraient-ils donné aux hommes la maîtrise du métal. Mais une énigme demeure. Pourquoi la métallurgie semble-t-elle apparaître si vite, si pleinement formée dans les premières adamantités ? Les fouilles révèlent des objets de cuivre complexes, travaillés avec une précision étonnante à une époque où l'on ne devrait attendre que des essais maladroits. Comme pour l'écriture, comme pour l'urbanisme, on retrouve cette impression de maturité initiale. Comme si les Sumériens n'avaient pas commencé de zéro, mais hérité d'un savoir déjà ancien, transmis par des peuples disparus. L'obsidienne et le cuivre révèlent ainsi un paradoxe. L'un, venu de loin, témoigne de réseaux d'échanges très anciens. L'autre, extrait localement, suppose une science invisible, transmise sans que nous en connaissions les débuts.
Ensemble, ils dessinent de l'image d'un monde déjà complexe, bien avant ce que les tablettes écrites racontent. Et pourtant, ce savoir s'est en grande partie perdu. Les routes de l'obsidienne se sont effacées avec l'arrivée du bronze, qui a rendu les lames de pierre obsolètes. La métallurgie, en se perfectionnant, a oublié ses origines hésitantes. Ce que nous connaissons aujourd'hui des premiers métallurgistes tient à quelques outils, quelques fragments retrouvés dans les tombes ou les villages enfouis. Leur savoir-faire, leur intuition, leurs erreurs même ont disparu avec eux. Seuls demeurent pour les objets, témoins muets d'un monde de gestes oubliés. Il est impossible que ces savoirs aient été plus anciens encore. Des découvertes isolées, en Anatolie, dans le Levant, laissent penser que des hommes n'aient pu pas manipuler le cuivre dès le 9e millénaire avant notre ère. Mais ces traces restent rares, énigmatiques, difficiles à interpréter. Si des expériences avaient déjà eu lieu, elles n'ont laissé aucune continuité visible. C'est comme si la mémoire des premiers métallurgistes s'était effacée, puis réapparue soudain en Sumer sous une forme aboutie. Dans les tombes royales de Ur, on a retrouvé des objets de cuivre et d'or d'une finesse stupéfiante, casques martelés, armes ouvragées, bijoux ciselés. Mais ces trésors datés de 2500 avant notre ère semblent déjà appartenir à une longue tradition. Les artisans qui les ont créés ne faisaient pas leurs premiers pas, ils perfectionnaient un art ancien. Ce qui signifie que bien avant ces chefs-d'œuvre, des générations avaient déjà travaillé, expérimenté, découvert. Mais leur mémoire a disparu. Ils n'ont laissé ni écrit, ni nom, seulement des échos dans la matière. Cette idée est vertigineuse, que derrière chaque objet brillant se cache une chaîne d'oubli. Ce que nous admirons comme un début est en réalité une fin, l'aboutissement d'un savoir lentement accumulé par des mains invisibles. L'obsidienne et le cuivre deviennent alors des symboles, celui d'un héritage que nous percevons seulement par fragments, sans jamais pouvoir en reconstruire la totalité. Peut-être est-ce pour cela que les Sumériens attribuaient leur savoir aux dieux. Car comment expliquer autrement l'origine d'une connaissance que l'on reçoit sans comprendre d'où elle vient ? Pour eux, l'invention n'existait pas. Il n'y avait que des révélations. Le métal, la pierre volcanique, les routes invisibles, tout cela venait d'avant, des dieux, ou d'un monde plus ancien que la mémoire humaine. Aujourd'hui encore, lorsque l'on observe une lame d'obsidienne ou un bijou de cuivre vieux de 6000 ans, on ressent un trouble, car ces objets, si modestes, portent en eux l'ombre d'un savoir perdu. Ils sont des éclats, des miroirs brisés qui reflètent un monde que nous ne connaissons plus. Et dans leur silence, ils semblent nous rappeler que ce que nous appelons progrès n'était jamais qu'un héritage fragile dont les racines s'enfoncent dans un passé plus obscur que nous l'imaginons. Dans les musées, derrière les vitrines de verre reposent des fragments d'argile couverts de signes, de petites tablettes, parfois de la taille d'une main, parfois plus grandes, marquées de traits anguleux. À première vue, elles semblent uniformes, simples empreintes répétées avec patience. Mais lorsqu'on les observe attentivement, elles révèlent un vertige. Elles contiennent les premières tentatives humaines pour capturer le langage. Ces signes sont les vestiges du moment où la parole, jusque-là portée seulement par la voix, a été figée dans la matière. Et pourtant, ce langage n'est pas encore complet. Il est fragmentaire, brisé, hésitant. Les premiers scribes tâtonnaient dans l'argile comme on cherche son chemin dans l'obscurité. Avant l'écriture telle que nous la connaissons, il y eut des proto-signes. Les Sumériens gravaient comme des pictogrammes, représentations stylisées d'objets, un épi pour le blé, une jarre pour l'huile, une tête de bœuf pour le bétail. Ces images servaient à compter, à mémoriser des échanges, à consigner des dettes. Mais très vite, ces pictogrammes perdirent leur forme reconnaissable. Ils se simplifièrent, se tournèrent de côté, se multiplièrent. Le geste du scribe répétitif transforma l'image en abstraction. Le calame de roseau, en pressant l'argile, ne dessinait pas, il imprimait. Ainsi naquit l'écriture cunéiforme, faite de clous et de coins. Mais ce passage ne fut pas linéaire. Les premières tablettes témoignent d'un langage incertain, où chaque signe peut avoir plusieurs sens, où le lecteur doit deviner le contexte. Les scribes inventaient, en marchant, créaient, sans plan préétabli. Leur langage était comme un miroir brisé. Chaque éclat reflétait une partie du monde, mais aucun ne donnait l'image entière. Lire ces tablettes aujourd'hui, c'est entrer dans une forêt de signes où le sens se dérobe, où les mots semblent hors qu'on parlait une langue oubliée avant même d'avoir existé. Ce qui frappe,
c'est que dès ses débuts, l'écriture ne se contente pas d'être utilitaire. Certes, elle sert à enregistrer les comptes des temples, les offrandes, les taxes, mais rapidement on y voit apparaître des listes de mots, de noms de dieux, de villes, de plantes, d'animaux. Comme si les scribes cherchaient non seulement à compter, mais à nommer le monde. Ils gravaient des inventaires de la réalité, fragments d'une encyclopédie avant la lettre. Ce besoin de tout répertorier suggère une inquiétude, celle de voir le monde s'effacer sans laisser de traces. Et pourtant, même dans ces listes, le langage demeure fragile. Les signes changent selon les régions, selon les époques, selon les mains qui les tracent. Parfois un mot est écrit de 3 manières différentes, parfois un signe en recouvre 2 autres. L'écriture n'est pas encore stabilisée. Elle vacille, elle hésite. Les scribes, apprentis du langage, travaillaient dans une incertitude permanente. Ils inventaient, mais en se croyant dépositaires d'un savoir plus ancien. Car dans leur imaginaire, ce n'étaient pas eux qui avaient créé l'écriture, c'étaient les dieux qui l'avaient randonnée. Nisaba, déesse des scribes, était vénérée comme la maîtresse des tablettes. Elle enseignait aux hommes l'art d'inscrire la parole divine dans l'argile. Les scribes se voyaient donc non comme des inventeurs, mais comme des médiateurs. Leur tâche était sacrée. Ils traduisaient les voix invisibles en signes visibles. Peut-être est-ce pour cela que leur langage semble brisé. Ils cherchaient à capter quelque chose qui, par essence, échappait. Écrire à ses débuts n'était pas fixer une idée, mais attraper une ombre. Dans certaines tablettes anciennes, on retrouve des signes dont le sens est encore inconnu. Des mots isolés, jamais répétés, comme des éclats d'une langue disparue. Les linguistes y voyant peut-être des survivances de dialectes antérieurs, des traces d'un peuple oublié dont le vocabulaire s'est infiltré dans le sumérien. Ces mots orphelins sont les fantômes du langage. Ils rappellent que derrière l'écriture sumérienne se cachait une multiplicité de langues, de voix, de récits. Le langage brisé des premiers scribes n'était pas seulement le signe d'une invention hésitante, il était aussi le reflet d'un monde pluriel, déjà ancien, dont les échos se mêlaient dans l'argile. Ce qui fascine, c'est la vitesse à laquelle ce langage s'est complexifié. En quelques siècles, on passe de simples pictogrammes à une écriture capable de noter la poésie, les prières, les lois. Comment un tel bond a-t-il été possible ? Il est difficile d'imaginer qu'une invention humaine ait pu se perfectionner si rapidement sans base préalable. Peut-être que les scribes, en gravant leurs signes, reprenaient en rang des traditions plus anciennes de symboles, de marques, de notations, transmises oralement ou par d'autres supports périssables. Peut-être que ce langage brisé est l'ultime transformation d'un héritage dont nous avons perdu la trace matérielle. Dans ce jeu de signes, il y a aussi une esthétique. Les tablettes ne sont pas de simples registres. Elles portent la marque d'une main, la beauté d'un geste. Les alignements, les colonnes, les enchaînements révèlent une discipline, une volonté de forme. Lire ces tablettes, c'est contempler un art qui s'ignore, un art né de la nécessité mais qui déjà tend vers l'harmonie. Le scribe, en appuyant son calame, dessinait sans le savoir la première calligraphie du monde. Et pourtant, malgré cette beauté, malgré cette puissance, le langage des premiers scribes reste brisé, car il nous manque toujours le son. Nous voyons les signes, mais nous n'entendons pas la voix. Nous ignorons l'accent, le rythme, les intonations. Chaque tablette est une musique silencieuse dont nous n'avons que la partition muette. Peut-être est-ce là la raison de l'étrangeté que l'on ressent devant elle. Elle nous parle, mais dans une langue dont la mélodie s'est perdue. Aujourd'hui, les spécialistes parviennent à lire une grande partie de ces textes. Mais il reste des zones d'ombre, des passages incompréhensibles, des signes dont le sens exact nous échappe. Et même lorsque nous traduisons, nous savons que nous trahissons. Car le langage ancien ne correspond pas exactement au nôtre, un mot sumérien peut contenir plusieurs nuances que nous ne pouvons rendre. Une phrase peut évoquer des réalités symboliques que nous ne comprenons plus. Ainsi même lorsque nous lisons les premiers scribes, leur langage demeure fragmentaire. Brisé non parce qu'il était imparfait, mais parce qu'il appartient à un monde qui n'est plus le nôtre. Le langage brisé des premiers scribes nous rappelle que toute origine est incomplète, que les commencements ne sont jamais clairs mais faits d'essais, d'échecs, de transmission imparfaite. Les Sumériens eux-mêmes savaient qu'ils héritaient d'un. Leurs scribes, en gravant l'argile, étaient bien conscients de ne faire que poursuivre un chemin tracé par d'autres, invisibles. Dans ce sens, leurs tablettes ne sont pas seulement les premières pages de l'histoire, elles sont aussi les dernières traces d'un héritage plus ancien, transmis dans le silence. Et lorsqu'on contemple ces signes, figés dans l'argile depuis 5000 ans, on ne peut s'empêcher de ressentir un vertige.
celui d'un langage qui voulait dire le monde entier, mais qui ne nous parvient que par fragments, comme si la voix humaine, en cherchant à s'immortaliser, s'était brisée en chemin. La carte que nous dessinons aujourd'hui de la Mésopotamie ancienne est trompeuse. Elle nous montre des villes aux contours nets, des royaumes aux frontières claires, des fleuves aux cours tracés avec précision. Mais cette clarté est une illusion, car ce qui nous parvient, ce ne sont pas les lignes d'un monde stable, mais les fragments d'un paysage mouvant, sans cesse effacés et redessinés par le temps. Les fleuves ont changé de lit, les marais ont avancé et reculé, les sables ont recouvert des villages entiers. Chaque fois que l'on croit poser un repère sur la carte des origines, il s'efface aussitôt. Sous les pas des archéologues, la plaine mésopotamienne se révèle comme un palimpseste. On découvre ici une colline artificielle, un tel, qui cache les ruines d'un village oublié. On déterre là quelques briques cuites, vestiges d'une cité dont le nom ne figure sur aucune tablette. Plus loin, on distingue dans le sol les traces d'anciens canaux, aujourd'hui secs, qui irriguaient autrefois des champs fertiles. La carte des origines n'est pas une surface plane, mais un feuilletage. Chaque couche masque la précédente, chaque époque recouvre l'autre, comme des vagues qui se succèdent. Pour les Sumériens, pourtant, l'ordre du monde semblait clair. Ils plaçaient leur cité sur une ligne sacrée, descendue du ciel après le déluge. D'abord Eridu, puis Bad Tibira, Larak, Sippar, enfin Shuruppak. Mais si nous cherchons ces lieux sur nos cartes modernes, nous ne retrouvons pas toujours leurs traces. Certaines cités n'ont laissé aucune ruine visible. D'autres sont identifiées avec incertitude. Leurs noms survivent que dans les textes, mais leur réalité matérielle se dissout. Ce contraste crée une dissonance. Le monde tel que décrit par les anciens ne correspond pas à celui que nous pouvons cartographier. C'est comme si l'histoire elle-même avait brouillé ses coordonnées. Prenons l'exemple de Larak. La liste royale sumérienne en fait une cité antédiluvienne, siège d'une dynastie régnant pendant des siècles. Et pourtant, aucun site archéologique certain n'a jamais été identifié avec ce nom. Était-ce une ville engloutie par les crues, ou n'a-t-elle jamais existé que dans la mémoire mythique ? Peut-être qu'un jour, un tel encore anonyme révélera ses fondations. Pour l'instant, Larak n'existe que comme une ombre sur la carte, un nom sans lieu, une absence inscrite dans l'argile. De même, certaines cités mentionnées dans les épopées n'ont pas de correspondance claire avec nos cartes. Les scribes parlent de temples, de murailles, de sanctuaires, mais les traces matérielles ne coïncident pas. Ce décalage laisse ouverte une question troublante. Et si une partie du monde sumérien reposait sur la mémoire de lieux déjà effacés, des villes disparues avant même l'apparition de l'écriture, que les scribes auraient intégrées dans leurs récits pour les sauver de l'oubli. Les fleuves eux-mêmes ajoutent à la confusion. Le Tigre et l'Euphrate n'ont jamais été fixes. Leurs lits ont dérivé au fil des siècles, abandonnant certaines cités, en nourrissant d'autres. Des villes florissantes se sont soudain retrouvées isolées, loin de l'eau, condamnées à dépérir. D'autres ont été englouties par les crues. La carte de la Mésopotamie n'est donc pas un territoire stable, mais un théâtre mouvant, où les décors changent sans cesse. Ce mouvement explique en partie pourquoi tant de traces nous échappent. Les cités n'ont pas seulement été détruites par le temps, elles ont été effacées par la géographie elle-même. Et pourtant, dans les textes, les Sumériens évoquent des lieux avec une précision troublante. Les itinéraires des caravanes, les routes des marchands, les limites des royaumes sont décrits comme des réalités tangibles. Comment se fait-il que nous ne retrouvions pas toujours ces lieux sur la carte moderne ? Peut-être parce que notre manière de cartographier n'est pas la leur. Pour eux, une ville n'était pas seulement un lieu physique, mais aussi un centre cosmique, un point de rencontre entre les hommes et les dieux. La carte sumérienne n'était pas géographique, mais sacrée. Elle ne se mesurait pas en distance, mais en présence. Cette divergence rend notre quête plus complexe, car lorsque nous cherchons les origines, nous cherchons des coordonnées, des fedaedi, des sites, des preuves matérielles. Mais ce que les Sumériens nous lèguent, ce sont des symboles, des noms qui sont autant de repères spirituels que de réalités géographiques. La carte des origines est donc dédoublée. Une carte visible, celle des ruines et des fleuves, et une carte invisible, celle des récits et des dieux. Et souvent, les deux ne coïncident pas. Certains archéologues parlent de civilisations fantômes pour désigner ces cultures dont nous savons qu'elles ont existé, mais dont les traces concrètes nous manquent. D'autres évoquent des espaces blancs sur la carte, des zones encore inexplorées où dorment peut-être des sites majeurs. Dans un sens, la Mésopotamie entière est une carte incomplète.
dont la moitié des coordonnées manquent encore. Chaque découverte déplace les repères, bouleverse les certitudes. Une ville oubliée ressurgit, une autre disparaît dans l'incertitude. La carte se défait aussi vite qu'elle se construit. Ce phénomène d'effacement n'est pas propre à la Mésopotamie, mais ici, il prend une intensité particulière car tout le récit de l'humanité semble avoir commencé dans cette plaine. Et si notre carte des origines est déjà lacunaire, cela signifie que notre mémoire elle-même est brisée. Ce que nous appelons le commencement de l'histoire n'est peut-être qu'un fragment, la partie émergée d'un monde plus vaste, dont la plupart des contours se sont dissous. On pourrait dire que la carte mésopotamienne est une mer où flottent quelques îles, Ur, Uruk, Nippur, Lagash, mais entre ces îles, il y a un océan d'inconnus, de cités effacées, de peuples sans nom. L'écriture a sauvé certains lieux, mais en a laissé d'autres sombrer. Les scribes, en choisissant quel nom graver, ont dessiné une carte partielle, sélective. Nous vivons encore aujourd'hui sur cette carte mutilée, croyant voir l'ensemble alors que nous n'en percevons que quelques fragments. Ce qui reste alors, ce sont les traces, des briques isolées, des tessons de poterie, des fondations à demi détruites. Ces indices, minuscules, suffisent à suggérer des mondes entiers. Une jarre décorée révèle un style, donc une culture. Un seau cylindre montre une scène mythologique, donc un univers de croyances. Une empreinte de pas dans la boue durcie rappelle un instant de vie, figé il y a 5000 ans. Ces fragments sont comme des points sur une carte invisible. En les reliant, nous tentons de reconstituer des routes, des frontières, des mondes. Mais les lignes que nous traçons sont toujours hypothétiques, toujours fragiles. Dans ce jeu d'ombres et de manques, il y a quelque chose de profondément troublant. Car plus nous avançons dans la connaissance de la Mésopotamie, plus nous prenons conscience de ce que nous avons perdu. Chaque découverte n'ouvre pas seulement une fenêtre, elle souligne aussi les absences autour. La carte des origines ressemble à une toile lacunaire, quelques couleurs vives entourées de vastes zones blanches. Peut-être est-ce là le véritable sens de l'histoire, non pas de donner des certitudes, mais de rappeler les vides. Les Sumériens eux-mêmes semblaient conscients de ce manque. En parlant de royaumes d'avant le déluge, en évoquant des cités aujourd'hui invisibles, ils reconnaissaient enfin que leur propre mémoire reposait sur des absences. Ils savaient qu'ils n'étaient pas les premiers, mais les héritiers. Leur carte, déjà, portait l'ombre de mondes disparus. Et nous, en contemplant les ruines, en traçant nos cartes modernes, nous ne faisons que poursuivre ce geste, chercher dans les sables les contours d'un monde effacé, dessiner les ombres d'origine que nous ne verrons jamais pleinement. Dans les tablettes d'argile, parmi les hymnes et les inventaires, se trouve un texte fascinant, la liste royale sumérienne. À première vue, ce document ressemble à une simple chronique dynastique, un registre des rois et de leur règne. Mais lorsqu'on le lit attentivement, on y découvre une affirmation déroutante. La royauté n'est pas née avec les hommes. Elle est descendue du ciel, donnée à la terre comme un fardeau sacré. Et avant le déluge, elle avait déjà connu plusieurs sièges, plusieurs royaumes. Ainsi, les Sumériens affirmaient que leur civilisation n'était pas la première, mais la continuation de mondes plus anciens, effacés par les eaux. La liste royale nomme ces royaumes d'avant. Elle cite Eridu, Bad-Tibira, Larak, Sippar, Shuruppak. Chacune de ces cités aurait vu régner des dynasties incroyablement longues, parfois des centaines, parfois des milliers d'années. Après le déluge, la royauté fut de nouveau descendue à Kish, puis transmise à Uruk, Ur et aux autres cités historiques. Ce texte est une frontière. Il sépare deux mondes. Avant, un âge démesuré, dominé par des figures quasi mythiques. Après, l'histoire telle que nous la connaissons, avec ses rois humains, ses guerres, ses cités tangibles. Faut-il lire ces royaumes d'avant, comme de simples mythes ? Certains chercheurs y voient une construction idéologique. En exagérant l'ancienneté et la grandeur de certaines cités, les scribes auraient voulu légitimer leur dynastie contemporaine. D'autres y voient un simple parallèle avec les mythes universels d'âge antédiluvien. Mais d'autres encore, plus attentifs aux détails, suggèrent que ces récits gardent la mémoire de cultures réellement disparues. Peut-être que derrière l'exagération des règnes millénaires se cachent des traditions orales, la trace ténue de peuples effacés avant même l'apparition de l'écriture. L'idée de royaume d'avant n'est pas propre aux Sumériens. Dans la Grèce antique, on parle d'âges successifs, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze. Dans la tradition indienne, les yugas s'enchaînent, chaque ère étant plus courte et plus dégradée que la précédente.
Dans la Bible, les patriarches antédiluviens vivent plusieurs centaines d'années avant que le déluge ne réduise la durée de vie des hommes. Partout, on retrouve le même schéma. Un monde premier, immense, régi par des êtres hors du commun, puis une catastrophe, puis un monde nouveau, plus fragile, plus humain. Les Sumériens ne faisaient que répéter ce motif universel, mais le faisaient-ils en inventant ou en se souvenant ? Ce qui trouble dans la liste royale, c'est la précision des noms. Les scribes ne parlent pas d'un monde abstrait, mais de cités bien identifiées. Eridu, nous l'avons retrouvée. Elle existe, avec ses 20 strates archéologiques. Chouroupak aussi a laissé des ruines, dont certaines portent des traces d'inondations. Sippar, identifié près de l'actuel Bagdad, fut une cité majeure. L'Arak demeure insaisissable, mais son nom persiste. Ce ne sont pas des inventions arbitraires, mais des lieux réels ou plausibles. Cela suggère que la mémoire sumérienne s'ancre dans un terreau concret, même si elle l'enveloppe de mythes. Les règnes impossibles, des milliers d'années pour un seul roi, peuvent être vus comme une exagération symbolique. Peut-être signifiait Oléil simplement que ces dynasties durèrent très longtemps, sur plusieurs générations, au point que la mémoire populaire les transforma en figures immortelles. Ou peut-être qu'ils exprimaient une autre manière de compter le temps, un calendrier ancien que nous ne comprenons plus. Dans tous les cas, derrière ces chiffres démesurés se profile une réalité. L'idée que le monde humain avait déjà connu des ordres politiques, des rois, des cités, avant que le déluge ne balaie tout. La notion de royaume d'avant introduit une fracture dans notre vision de l'histoire, car elle suggère que ce que nous appelons la première civilisation, Sumer, n'était pas une naissance mais une renaissance. Les Sumériens eux-mêmes ne se disaient pas inventeurs mais héritiers. Ils vivaient sans dans l'ombre d'âges disparus dont ils gardaient les noms et les souvenirs déformés. Et cette conscience de l'héritage imprègne toute leur culture. Leurs dieux sont plus anciens qu'eux. Leurs récits parlent pas de monde, effacé. Leurs temples reprennent des plans immuables, comme s'ils imitaient lentement des modèles préexistants. Leur écriture, dès le départ, semble porter une maturité héritée. Tout dans Sumer semble dire « Nous ne sommes pas les premiers ». Pour les archéologues modernes, cette idée est difficile à cerner. Les preuves matérielles des royaumes d'avant sont fragiles, souvent inexistantes, mais le silence même est éloquent. Car si des cités entières ont été englouties par les crues, recouvertes par le limon, détruites par le temps, il est sans naturel que leurs vestiges soient en rares. La Mésopotamie est une terre d'oubli autant que de mémoire. Les briques de terre séchées s'effritent, les canaux s'ensablent, les villages disparaissent. Peut-être que ce que nous appelons « royaume d'avant » n'est-il qu'une manière de nommer cet immense cimetière de cultures effacées. Les Sumériens, en intégrant ces royaumes dans leur liste, ont au moins sauvé leur nom. Ils ont inscrit dans l'argile ce que la boue avait détruit. Et ce faisant, ils ont transmis jusqu'à nous l'écho d'un monde antérieur. L'Arak, Bad Tibéra, Sippar, ces noms gravés il y a 5000 ans continuent de résonner aujourd'hui, même si nous ne savons pas exactement ce qu'ils désignent. Ils sont les derniers témoins de royaumes invisibles, réduits à des syllabes gravées dans l'argile. Le mystère des royaumes d'avant ne réside donc pas seulement dans leur possible réalité, il réside dans le rapport que les Sumériens entretenaient avec eux. Car pour eux, ces royaumes n'étaient pas un passé révolu, mais une référence. Ils vivaient avec l'idée que leur monde actuel n'était qu'une répétition, une restauration fragile. Cette conscience du déjà vécu donne à leur civilisation une atmosphère singulière. Elle n'a jamais cru à sa propre nouveauté, mais toujours à son héritage. En lisant leurs textes, on ressent ce vertige. Derrière chaque nom de roi, derrière chaque cité, il y a la silhouette d'un monde englouti. Derrière chaque tablette, une voix qui dit « Nous ne sommes pas les premiers ». Et en écoutant cette voix, nous nous interrogeons combien de royaumes d'avant ont réellement existé, combien de civilisations ont été effacées sans laisser d'autres traces que ces noms gravés dans l'argile. Les Sumériens, en parlant des royaumes d'avant, nous tendent un miroir. Ils nous rappellent que notre propre histoire repose sur des oublis, des absences, des mondes effacés. Et que peut-être ce que nous croyons être des origines n'est qu'une reprise, une continuité fragile d'un passé plus vaste encore. La Mésopotamie est souvent décrite comme une civilisation de fleuves, tournée vers la terre, façonnée par l'Euphrate et le Tigre. Pourtant, dans l'ombre des tablettes et des ruines, un autre visage se dessine, celui d'un peuple lié à la mer. Car au sud de la plaine, là où les deux fleuves s'ouvrent sur un golfe aujourd'hui éloigné, s'étendaient jadis des marais et des lagunes qui menaient à l'océan. C'est par ces voies liquides que circulaient des biens, des hommes, des savoirs.
Et peut-être que dans ces routes marines se cache le souvenir de terres oubliées, d'origines plus anciennes encore. Les fouilles de la cité de Ur ont révélé des trésors venus de très loin. Lapis lazuli des montagnes d'Afghanistan, cornaline de l'Inde, coquillages du golfe Persique, bois précieux importés d'Oman ou de la vallée de l'Indus. Comment ces objets ont-ils pu parvenir jusque dans les tombes royales de Sumer, à plus de 2000 km de leur origine? La réponse est simple. Les Sumériens connaissaient la mer. Ils naviguaient, échangeaient, tissaient des réseaux qui relieraient leurs plaines aux horizons lointains. Les tablettes évoquent en des lieux mystérieux tels que Dilmun, Magan, Meluha. Dilmun, souvent identifié avec Bahreïn, était perçu comme une terre bénie, pure, parfois associée au paradis. Magan correspondrait à Oman, riche en cuivre. Meluha, plus lointaine, est souvent rapprochée de la vallée de l'Indus. Ces noms résonnent comme les échos d'un monde marin, d'un réseau commercial ancien reliant les cités mésopotamiennes à des cultures lointaines. Mais derrière le commerce, il y a peut-être autre chose, la mémoire de voyages plus profonds, de contacts plus anciens, avec des terres aujourd'hui effacées. Car la géographie même du golfe Persique a changé. Il y a 10 000 ans, à la fin de la dernière glaciation, la mer était bien plus basse qu'aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui une étendue d'eau était alors une vaste plaine fertile, irriguée par les fleuves qui s'y jetaient. Certains chercheurs parlent d'un Éden englouti, une région où des peuples auraient pu vivre, cultiver, commercer, avant d'être submergés par la montée des eaux. Lorsque la mer recouvrit cette vallée, ses habitants durent s'enfuir, emportant avec eux leur savoir et leurs récits. Peut-être que la mémoire de Dilmun, terre bénie entre la Mésopotamie et l'océan, est le reflet transformé de cet ancien monde englouti. Les routes marines ne sont pas seulement des voies d'ancre de commerce, elles sont des chemins de mémoire. À travers elles circulaient les encres des objets, mais aussi des idées, des mythes, des croyances. Le contact avec d'autres peuples a pu enrichir les récits sumériens, introduire de nouveaux dieux, de nouvelles techniques. Et peut-être que certaines de ces influences venaient nées de cultures aujourd'hui disparues, englouties par les eaux ou effacées par le temps. On retrouve d'ailleurs dans les récits sumériens des allusions étranges à des sages venus de la mer. Le personnage d'Oannès, transmis plus tard par les Grecs à travers les chroniques de Bérose, est décrit comme un être mi-homme, mi-poisson, qui surgit des eaux du Golfe pour enseigner aux hommes l'écriture, l'agriculture, l'art de bâtir les cités. Ce récit, souvent relégué au rang de mythe, pourrait pourtant refléter la mémoire d'un contact réel, l'arrivée d'hommes venus par la mer, porteurs d'un savoir étranger. Était-ce une métaphore d'échanges commerciaux et culturels avec les peuples de Dilmun ou de l'Indus, ou bien la trace d'un héritage plus ancien encore, celui de navigateurs disparus dont les Sumériens conservaient le souvenir sous forme légendaire? La navigation à cette époque n'était pas une tâche aisée. Les bateaux sumériens, décrits dans les tablettes, étaient souvent construits de roseaux liés, enduits de bitume pour les rendre étanches. Ces embarcations pouvaient en parcourir de longues distances le long des côtes, mais elles restaient fragiles face aux tempêtes. Pourtant, les objets retrouvés prouvent qu'ils réussirent dans ces voyages. Les routes marines vers l'Indus et Oman ne sont pas des hypothèses, elles sont attestées par les matériaux importés. Mais ce que nous ignorons, ce sont les récits qui accompagnaient ces voyages. Car chaque traversée devait sembler une aventure périlleuse, chaque arrivée sur une côte étrangère une découverte prodigieuse. Le mystère des routes marines réside aussi dans leur ancienneté. Certaines découvertes archéologiques suggèrent que les échanges par la mer existaient dès le vœu millénaire avant notre ère, bien avant l'apogée sumérienne. De petites perles, des coquillages, des fragments de cuivre témoignent d'un commerce maritime déjà établi. Cela signifie que les routes marines précédaient l'écriture. Elles étaient déjà là, invisibles sur nos cartes, mais inscrites dans la mémoire des peuples. Les Sumériens n'auraient donc pas inventé ces réseaux, ils les auraient hérités. Une fois encore, leur rôle fut celui de transmetteur, non de créateur. On peut imaginer ces routes comme des fils invisibles reliant des mondes éloignés. Les bateaux emportaient du grain, de la laine, de l'huile, et revenaient avec du cuivre, du bois, des pierres parfois précieuses. Mais au-delà des marchandises, ils transporteront des récits. Chaque voyageur, chaque marchand, rapportait avec lui des histoires. L'existence de terres lointaines, de peuples différents, de dieux nouveaux. Ces récits, en se mêlant à la tradition locale, pouvaient donner naissance à des mythes. Dilmun devenait le paradis, Meluha une contrée fabuleuse, Oan un sage venu de la mer. Le commerce et le mythe s'entrelacent, brouillant la frontière entre réalité et légende.
Aujourd'hui encore, ces routes marines gardent leur part de mystère, car si nous connaissons les marchandises échangées, nous ignorons presque tout des navigateurs eux-mêmes. Qui étaient-ils ? Étaient-ils sumériens ou appartenaient-ils à d'autres peuples, marins de tradition plus ancienne, dont les Sumériens auraient simplement emprunté les routes ? Les tablettes sumériennes parlent de navires de Magan, de bateaux de Meluha, comme si ces peuples avaient leur propre flotte indépendante de Sumer. Peut-être que les véritables maîtres de la mer n'étaient pas les Sumériens, mais ces peuples oubliés dont nous ne connaissons presque rien. Ainsi, derrière l'image terrestre des Sumériens se cache un autre visage, celui d'une civilisation ouverte à l'océan, reliée par des routes marines à des horizons lointains. Ces routes, aujourd'hui effacées, pourraient bien être les veines d'un monde plus ancien, dont les échos persistent dans les mythes et les objets. Les terres oubliées de Dilmun, de Magan, de Meluha ne sont peut-être pas seulement des points sur une carte, elles sont les ombres de cultures disparues dont les Sumériens furent les héritiers. Et lorsque l'on contemple le golfe Persique actuel, on peut imaginer, sous ces eaux calmes, les plaines fertiles d'autrefois, les villages engloutis, les routes effacées. Peut-être que là, sous la mer, reposent encore les vestiges d'un monde antérieur, celui des véritables premiers navigateurs. Les Sumériens n'auraient alors été que les derniers témoins de cette mémoire marine, traduite en récits de dieux sortant des eaux et de royaumes bénis au-delà de l'horizon. Lorsque la nuit tombait sur les cités de Mésopotamie, le ciel devenait un livre ouvert. Les Sumériens levaient les yeux vers les étoiles, non pour contempler leur beauté abstraite, mais pour y lire un langage. Car pour eux, le ciel n'était pas un décor. Il était un texte, une mémoire inscrite avant l'homme, un registre d'événements cosmiques qui guidait le destin des rois et des cités. Leurs prêtres astronomes, postés au sommet des ziggourats, observaient dans les astres avec une précision qui surprend encore aujourd'hui. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement leur attention au ciel, c'est l'impression que leur savoir était déjà ancien. Dès les plus anciennes tablettes, nous voyons apparaître des listes d'étoiles, des catalogues de constellations, des calculs de cycles lunaires. Comment expliquer que, dès les débuts de l'écriture, la cosmologie sumérienne soit si développée, comme si ce savoir ne naissait pas avec eux, mais leur avait été transmis. Les constellations que nous connaissons aujourd'hui portent encore l'empreinte de ce monde ancien. Le taureau, le lion, les poissons, autant de figures qui trouvent leurs racines dans la Mésopotamie antique. Déjà les Sumériens projetaient sur le ciel des formes animales et mythologiques, des repères pour l'agriculture, des signes pour la royauté. La constellation du taureau, par exemple, était associée au ciel printanier, au moment des semailles et des récoltes. Ces correspondances entre le ciel et la terre formaient un langage symbolique, mais aussi pratique. En lisant les étoiles, on réglait le temps des semis, des moissons, des fêtes religieuses. Mais les Sumériens ne voyaient pas seulement dans le ciel un calendrier agricole. Ils y lisaient aussi le destin des hommes. Chaque mouvement de planète, chaque éclipse, chaque apparition d'une étoile nouvelle était interprété comme un présage. Ce n'était pas superstition, mais une science religieuse structurée, transmise avec rigueur. Les prêtres astronomes consignaient leurs observations dans des séries de tablettes appelées Enuma Anu Enlil. Ces textes, d'une minutie impressionnante, associent chaque phénomène céleste à une conséquence terrestre. Si une étoile brille à l'ouest, alors le roi triomphera. Si la lune s'assombrit, alors une cité sera détruite. Ce savoir, codifié très tôt, semble déjà hérité d'une tradition plus ancienne encore, dont nous n'avons pas retrouvé les débuts. Ce lien entre le ciel et la terre peut sembler arbitraire à nos yeux modernes, mais il traduit une intuition fondamentale, celle que le cosmos et la vie humaine sont liés, que l'ordre du ciel se reflète dans l'ordre terrestre. En gravant ces correspondances dans l'argile, les Sumériens ne faisaient peut-être que continuer une pratique déjà millénaire, transmise par des peuples antérieurs qui observaient le ciel bien avant l'apparition de l'écriture. Il existe d'ailleurs des indices troublants. Certains chercheurs ont noté que les cycles planétaires observés en Mésopotamie demandent comme des siècles, ni parfois des millénaires, d'attention continue pour être calculés avec précision. Comment un savoir aussi long aurait-il pu être établi si rapidement dès les premiers siècles de Sumer ? La réponse la plus simple est qu'il ne l'a pas été. Il a été hérité. Les Sumériens auraient reçu ce corpus d'observations de peuples plus anciens, dont les traces se sont effacées, mais dont les connaissances ont survécu dans les sanctuaires. La cosmologie sumérienne ne se limitait pas à des observations.
Elle structurait la vision du monde. Le ciel était divisé en 3 bandes, chacune associée à un dieu. La bande d'Enlil au nord, la bande d'Anu au centre, la bande d'Enki au sud. Chaque étoile, chaque planète, chaque éclat de lumière avait sa place dans ce système. Ainsi, l'univers devenait un royaume ordonné, où rien n'était laissé au hasard. Ce découpage reflétait aussi l'organisation terrestre. Comme les royaumes et les cités, le ciel avait ses territoires, ses souverains, ses hiérarchies. On retrouve dans les récits mythologiques cette imbrication du ciel et de la terre. Les dieux descendent dans du firmament pour établir les royaumes, et les rois, en retour, sont considérés comme choisis par les astres. Les mythes de création eux-mêmes sont des récits cosmiques, le ciel et la terre séparés, les étoiles fixées comme des repères, la lune confiée à Nana, le soleil à Utu. Le cosmos est un temple, et les hommes en sont les serviteurs. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont les fragments d'informations astronomiques que les Sumériens semblent avoir connus avec une précision étonnante. Des tablettes babyloniennes, héritières directes du savoir sumérien, décrivent des cycles lunaires et solaires d'une exactitude remarquable. Certaines allusions laissent entendre qu'ils distinguaient déjà les planètes des étoiles fixes et qu'ils connaissaient à leurs mouvements. Or, pour parvenir à de telles connaissances, il faut des siècles d'observation patiente. Encore une fois, nous retrouvons cette impression de maturité initiale, comme si, dès l'aube de l'histoire, l'humanité disposait déjà d'un savoir cosmique ancien. Dans ce savoir se glisse aussi une mélancolie, car pour les Sumériens, le ciel n'était pas seulement un instrument, il était la mémoire des temps révolus. Les étoiles fixes, immuables, étaient aperçues comme les gardiennes de l'ordre éternel. Mais les planètes, errantes, imprévisibles, symbolisaient les Ertaz, le chaos, l'irruption de l'imprévu dans le destin des hommes. Observer le ciel, c'était donc contempler la mémoire de l'univers, mais aussi anticiper les fractures à venir. Le cosmos devenait à la fois archive et oracle. Certains mythes évoquent de même l'idée d'étoiles plus anciennes que l'histoire. Des récits parlent d'un temps où les dieux inscrivirent les destins dans le ciel, bien avant que les hommes ne sachent écrire. Les constellations étaient ainsi perçues comme une écriture divine, un langage premier que les scribes terrestres ne faisaient qu'imiter. L'écriture sur l'argile n'était qu'une copie fragile de l'écriture céleste, éternelle. Cette conception explique peut-être pourquoi l'écriture sumérienne semble déjà mûre. Elle était perçue comme un reflet d'un langage plus ancien, celui des étoiles. En contemplant aujourd'hui le ciel nocturne, nous voyons encore ces constellations tracées par les Sumériens. Mais ce que nous percevons comme de simples repères astronomiques était pour eux une mémoire vivante. Chaque étoile portait une histoire, chaque alignement une leçon. Leur cosmologie, loin d'être naïve, était une tentative de relier l'humain au cosmos, de se situer dans un univers perçu comme infiniment plus vaste et plus ancien que la vie terrestre. Leur héritage, transmis aux Babyloniens, puis aux Grecs, puis au monde moderne, nous rappelle que notre propre science du ciel plonge ses racines dans cette nuit antique. Mais ce que nous avons oublié, c'est la dimension mystérieuse, presque sacrée, de ce savoir. Pour les Sumériens, observer les étoiles n'était pas un exercice neutre, c'était un acte de mémoire, une tentative de se rappeler un ordre plus ancien, inscrit avant eux. Ainsi, les étoiles deviennent les témoins silencieux d'un monde perdu. Elles sont plus anciennes que l'histoire humaine, plus anciennes que Sumer, plus anciennes que toutes nos mémoires. En les contemplant, les Sumériens percevaient peut-être ce que nous ressentons encore, un vertige face à l'infini et la certitude troublante que notre monde n'est pas le premier, mais seulement un héritage fragile, inscrit dans une toile cosmique qui nous dépasse. Quand les archéologues fouillent les ruines sumériennes, ils découvrent des traces évidentes, des temples, des tablettes, des tombes royales. Mais parfois, dans les interstices de ces découvertes, surgit une ombre, un indice qui ne correspond pas tout à fait au récit officiel. Un mot étrange dans une tablette, une technique isolée, un objet d'origine inconnue. Ces fragments épars laissent donc deviner l'existence d'un peuple invisible, antérieur ou parallèle aux Sumériens, dont la mémoire s'est effacée mais dont l'empreinte persiste comme une silhouette fragile entre le mythe et l'archéologie. Les spécialistes parlent souvent de substrat. Dans le langage sumérien, par exemple, on retrouve des mots qui ne semblent appartenir à aucune racine connue, ni sumérienne, ni akkadienne, ni sémitique. Des termes techniques liés parfois à l'agriculture, à l'architecture ou au culte.
Ces mots orphelins témoignent de l'existence d'une langue plus ancienne, disparue avant l'écriture, mais encore présente dans le vocabulaire des scribes. Qui parlait cette langue? Quel peuple l'a transmise? Nous ne le savons pas. Mais son ombre plane derrière les textes comme une voix effacée dont il ne reste que quelques syllabes. De même, certaines techniques architecturales ou artistiques semblent trop élaborées pour apparaître soudainement avec Sumer. L'usage systématique des briques crues et cuites, l'organisation régulière des plans, la construction des premiers temples monumentaux, tout cela suppose une tradition déjà ancienne. Mais les traces archéologiques de cette tradition sont minces, parfois inexistantes. Les Sumériens eux-mêmes attribuaient ces savoirs aux dieux, comme si leur origine leur échappait. Pourtant, derrière cette explication mythologique, on devine la possibilité d'un peuple précurseur, oublié, qui aurait transmis ces techniques. On retrouve aussi des indices dans les objets importés. Avant que les Sumériens n'établissent leur réseau maritime, certains matériaux étrangers circulaient déjà dans la plaine mésopotamienne. Obsidienne d'Anatolie, coquillages du Golfe, pierres rares. Ces échanges supposent compte des intermédiaires, des navigateurs, des marchands. Peut-être que ces routes marines existaient avant Sumer, entretenues par un peuple de navigateurs dont la mémoire a disparu. Les Sumériens auraient hérité de leur voix, de leur savoir, de leurs récits, mais en auraient effacé le nom. Le mythe d'Oannes, cet être mi-homme, mi-poisson qui sort de la mer pour instruire les hommes, pourrait refléter ce souvenir. Derrière la figure mythologique se cacherait peut-être la mémoire déformée d'un peuple marin, porteur de connaissances nouvelles. Un peuple qui, pour les habitants de la plaine, devait sembler à la fois étranger et mystérieux, comme venu d'un autre monde. L'archéologie ne nous livre pas leur visage, mais le mythe en conserve l'ombre. D'autres indices apparaissent dans l'iconographie. Certaines figurines retrouvées tombées dans les niveaux les plus anciens représentent pourtant des êtres aux traits étranges, yeux immenses, corps allongés, parfois couverts d'écailles stylisées. Faut-il y voir une stylisation symbolique, une représentation sont divine, ou bien le souvenir de peuples différents aux apparences singulières que les Sumériens auraient ensuite intégrés dans leur mythologie. Ces figurines, minuscules mais troublantes, appartiennent à un horizon flou entre l'archéologique et le mythique. Elles ne prouvent rien, mais elles questionnent. Les archéologues hésitent toujours à franchir cette frontière. Leur travail exige des preuves, des datations, des comparaisons tangibles. Mais l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence. Le sol mésopotamien a englouti des siècles d'histoire. Chaque crue, chaque dépôt de limon a recouvert des villages entiers. Des générations de peuples ont pu s'y succéder sans laisser de traces durables. L'écriture n'ayant pas encore existé, leur mémoire s'est effacée. Les Sumériens, en s'imposant comme les premiers à écrire, ont aussi effacé symboliquement tout ce qui les précédait. Mais l'archéologie, en découvrant ces indices isolés, laisse deviner leur silhouette. Il est possible que ce peuple invisible ait été multiple, non pas une civilisation unique, mais une succession de communautés, chacune laissant un fragment repris par les suivantes. Un mot, une technique, une croyance, un rite. Comme des passagers dans l'histoire, ces peuples n'ont pas bâti d'empire, mais ont semé des traces discrètes. Les Sumériens, en les recueillant, ont tissé leur propre civilisation. Mais les racines, elles, appartiennent à ces anonymes dont nous ne connaissons ni le nom ni le visage. La silhouette de ce peuple invisible réapparaît aussi dans les récits du déluge. Les Sumériens parlent d'un monde antérieur, régi par des rois d'une longévité démesurée. Peut-être n'était-ce pas une pure invention, mais la mémoire déformée d'une civilisation effacée par une catastrophe. Le mythe, en magnifiant leurs rois, en attribuant aux dieux leur savoir, aurait transformé en légende ce qui fut autrefois réalité. Ainsi, le peuple invisible aurait survécu, non dans l'argile, mais dans le récit. Il y a dans cette hypothèse une mélancolie profonde, car elle nous rappelle que l'histoire est toujours incomplète, toujours lacunaire. Ce que nous appelons origine n'est qu'un reste, un fragment. Derrière chaque nom sumérien, derrière chaque ziggourate, se cache un silence plus ancien, celui d'un peuple sans écriture, sans monument, mais dont l'ombre persiste. Leur mémoire est brisée, mais pas totalement disparue. Elle survit dans les anomalies, dans les interstices, dans les récits mythiques que les Sumériens ont gravés. Entre mythe et archéologie, la silhouette de ce peuple invisible se dessine comme un mirage, jamais totalement prouvé, jamais totalement nié. Elle rappelle que la civilisation n'est pas une ligne droite, mais une superposition de couches, dont certaines sont effacées. Nous marchons sur des ruines,
Mais sous ces ruines dorment d'autres ruines, et encore d'autres, et peut-être qu'au fond de cette profondeur, il existe encore des peuples dont nous n'avons même pas le nom. Lorsque l'on contemple les ruines des cités sumériennes, il est difficile de ne pas penser à ce qui a été perdu. Les briques s'effritent, les temples se réduisent à des collines de poussière, les tablettes elles-mêmes, si résistantes, sont brisées en 1000 fragments. Pourtant, malgré cet effacement inexorable, quelque chose subsiste. Pas les cités, pas les rois, pas même les dynasties qui se croyaient éternelles, mais une empreinte plus subtile, presque invisible, ce qui demeure quand tout a disparu. Ce qui demeure d'abord, c'est l'argile, une matière humble, commune, sans éclat. Et pourtant, c'est elle qui a conservé la mémoire du monde. Les Sumériens gravaient après leurs dettes, leurs hymnes, leurs prières sur des tablettes d'argile, pensant peut-être à une utilité immédiate. Mais ces fragments, cuidant par hasard dans les incendies, sont devenus indestructibles. Ils nous parlent encore quand les palais et les statues ont disparu. Ainsi, la matière la plus fragile est devenue la gardienne de la mémoire. Ce paradoxe est une leçon. Ce qui perdure ce n'est pas toujours ce qui brille, mais ce qui se cache dans la simplicité. Ce qui demeure aussi, ce sont les noms. Même lorsque les cités se sont effacées, leurs noms résonnent encore dans les tablettes. Eridu, Uruk, Larak, Bad Tibera. Certains n'ont laissé aucune ruine identifiable, mais leurs syllabes persistent. Ces noms sont devenus des fantômes, errant à travers les millénaires, murmurés par des scribes anonymes. Peut-être que pour les Sumériens eux-mêmes, ces noms évoquaient déjà des lieux disparus. Mais en les écrivant, ils leur ont donné une vie nouvelle. Aujourd'hui encore, en prononçant ces syllabes, nous convoquons des mondes effacés. Le nom devient plus durable que la pierre. Ce qui demeure, ce sont les mythes, le déluge, les dieux fondateurs, les royaumes d'avant, autant de récits qui ont survécu à la disparition de leurs auteurs. Transmis de peuple en peuple, transformés en attributs traduits, réécrits, ils ont traversé les âges jusqu'à nous. On les retrouve dans la Bible, dans les récits grecs, dans les traditions indiennes, même fragmentés, ils continuent de parler. Peut-être qu'ils ne disent pas l'exacte vérité, mais ils portent en eux la trace d'un souvenir, d'un choc, d'une perte. Ce qui demeure dans le mythe, ce n'est pas le détail, mais l'émotion, la mémoire collective d'un monde englouti. Ce qui demeure, enfin, c'est une impression. Lorsque l'on lit une tablette sumérienne, lorsque l'on contemple une ziggourate ruinée, on ressent une étrange proximité. Non pas avec les rois et les prêtres, mais avec les anonymes, ceux qui ont porté les briques, qui ont gravé les signes, qui ont chanté les hymnes. Leur voix ne nous est pas parvenue directement, mais leur geste, lui, demeure. Dans chaque brique, dans chaque signe, il y a la trace d'une main humaine. Et c'est peut-être cela la véritable permanence. La continuité des gestes, des mains qui bâtissent, écrivent, prient, puis disparaissent. On pourrait croire que tout a été perdu. Les royaumes d'avant sont effacés, les cités sont tombées, les langues se sont tues. Mais dans ce silence, il reste toujours une empreinte. Elle n'est pas entière, elle n'est pas claire. Elle est fragmentaire, brisée comme un écho déformé. Pourtant, c'est précisément ce caractère incomplet qui la rend puissante, car l'absence ouvre un espace. Elle invite à imaginer, à chercher, à rêver ce qui manque. Ce qui demeure quand tout a disparu, ce n'est pas seulement la matière, c'est le vertige de l'inachevé. Les Sumériens eux-mêmes semblaient inconscients de cette fragilité. Dans leurs textes, ils répétaient que tout appartient aux dieux, que rien n'est éternel sur terre. Les royaumes s'élèvent et s'effondrent, les rois règnent et meurent, les temples se construisent et s'écroulent. Mais la mémoire, elle, circule. Pas une mémoire parfaite, mais une mémoire brisée, incomplète, qui survit malgré tout. Eux qui se disaient héritiers savaient déjà qu'ils n'étaient qu'un maillon dans une chaîne infinie. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des Sumériens, nous sommes les héritiers de leur héritage, mais nous sommes aussi les héritiers de leurs oublis. Car ce qu'ils ont perdu avant nous, nous ne le retrouverons jamais. Les royaumes d'avant resteront des ombres, et pourtant, ces ombres demeurent. Elles nous hantent, elles nous fascinent, elles donnent à notre présent une profondeur que nous ne comprenons pas toujours. Ce qui demeure, au fond, c'est le sentiment de ne pas être les premiers. Chaque civilisation se croit à son origine, mais chaque civilisation découvre tôt ou tard qu'elle est l'héritière d'un passé plus ancien. Les Sumériens l'avaient compris, et nous, en lisant leurs tablettes, nous retrouvons la même leçon. L'histoire est un fleuve et nous n'en voyons jamais la source. Ainsi, ce qui demeure quand tout a disparu, ce n'est pas une certitude, mais une question. Une question qui traverse les âges, qui survit à toutes les chutes, à toutes les pertes. Cette question est-elle la vraie mémoire ? D'où venons-nous vraiment ?
Et que reste-t-il de ceux qui étaient là avant nous?